C'est un exercice qui n'est pas simple, malgré que je sois avocate, mais quand il y a de l'émotion, c'est plus compliqué. Donc je ne vais pas improviser. Chères toutes, chers tous, c'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité, je l'espère, que je prends la parole aujourd'hui. Il y a 20 ans, j'ai prêté le serment d'avocate et j'étais loin d'imaginer que ma carrière serait marquée par l'engagement qui est le mien aujourd'hui. Celui de défendre des victimes de toute forme de violence. Violence physique, violence psychologique, violence de genre, violence économique et ou encore violence sexuelle. Mon engagement auprès des survivantes est tout simplement né d'une émotion, la peur. La peur que toutes celles et ceux qu'on appelait à libérer leurs paroles depuis le mouvement MeToo ne soient pas écoutés ou soient encore instrumentalisés. La crainte qu'à la souffrance s'ajoute de la souffrance. Lorsque l'on sait, selon un sondage réalisé en 2020 par Amnesty International et SOS Viol, que 53% des dossiers sont classés sans suite et qu'une femme sur deux a été exposée à une forme de violence sexuelle. Il était donc pour moi urgent qu'au sein du barreau, des avocates, avocats s'indignent, s'insurgent contre ces classements sans suite et accompagnent les victimes tant la perte de confiance en la justice était générale. Les défaillances du système judiciaire ont d'ailleurs poussé beaucoup de survivantes à réagir autrement. Par l'interpellation publique sur les réseaux sociaux, par le collage de mots et de messages sur les murs, ou encore en scandant haut et fort dans les rues « Victime, on te croit, agresseur, on te voit ». C'est dans ce climat de crainte et dans ce climat de méfiance qu'est née notre association Defendere, composée d'avocates, d'avocats engagés, et qui ont décidé de faire en sorte que la justice regagne la confiance des victimes et mette tout en œuvre pour faire émerger la vérité dans ces dossiers de violence sexuelle. Ces dossiers trop souvent présentés comme un parole contre parole. Nous nous sommes également décidés à vérifier ce qu'il se tramait entre le dépôt de plainte et l'enquête menée par le parquet, et les raisons qui poussaient les victimes à s'exprimer en dehors du canal judiciaire. Le parquet et la police manquent considérablement de moyens. Je ne les fustige pas, mais j'aspire à plus d'informations, plus de transparence auprès des victimes et une meilleure compréhension par celles-ci de notre système pénal. En 2016, la Belgique a ratifié la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique. Celle-ci oblige la victime à respecter un certain nombre de principes qui sont essentiels à la lutte contre ces violences. En 2020, le GREVIO, comité d'experts indépendants chargé par ce Conseil de l'Europe de vérifier son application dans notre pays, a remis son rapport. Il montre que de nombreux articles de la Convention d'Istanbul ne sont pas respectés en Belgique. Et plus particulièrement, le GREVIO pointe la neutralité ou l'absence de prise en compte du genre dans les politiques publiques et le manque de statistiques genrées. Si la prise en charge des victimes semble s'améliorer et s'uniformiser, par la création de centres de prise en charge des violences sexuelles, par la formation des inspectrices, inspecteurs de police, nous sommes encore très inquiets de ce qu'il peut advenir de la plainte d'une victime et de l'effet terrible des classements sans suite sans que la plaignante n'en soit informée des raisons. Il est pour moi insupportable l'idée que les victimes aient à subir une seconde victimisation sans pouvoir s'en défendre. Alors certes, nous avons choisi un camp, celui des victimes, des survivantes, et nous en sommes fiers. Le viol est un fléau mondial, utilisé comme arme de guerre dans certains pays. Le viol n'est pas une agression dite sexuelle. Le viol est, selon le code pénal, un acte de pénétration imposé à une personne qui n'y consent pas.
Ma pratique me permet de dire que le viol se trouve à différents niveaux, en rue, dans le couple, au travail, dans les familles, à l'école, dans les cercles d'amis, dans le milieu du sport, dans le milieu artistique ou encore dans le monde de la nuit. Il atteint en majorité les femmes et nos enfants, mais aussi les minorités de genre, les personnes en situation de vulnérabilité et certains hommes. Alors non, le viol n'est pas majoritairement commis par un inconnu avec violence. Non, le viol n'est pas une pulsion sexuelle que l'agresseur ne peut pas maîtriser. Non, la victime n'est pas responsable d'avoir été violée. Non, les femmes n'accusent pas à tort pour se venger des hommes. Et non, les viols ne sont pas majoritairement commis par des personnes migrantes ou encore d'origine étrangère. Face à ces constats, je ne pouvais me résigner à agir une fois le viol commis. Il me fallait intervenir en amont et trouver d'autres leviers d'action, tels que le théâtre, afin de contrer les multiples stéréotypes encore trop présents dans notre société. Il ne m'a pas fallu longtemps pour convaincre le théâtre Créanova, déjà bien avant moi sensibilisé par différentes problématiques sociétales, d'écrire et de mettre en scène une pièce de théâtre traitant de la problématique du viol. C'est d'ailleurs après la présentation de leur pièce de théâtre No Woman's Land sur le combat de femmes migrantes au Mexique que je les ai contactées, tant j'étais éblouie par leur travail artistique et l'impact que cela pouvait avoir sur le public. Voilà maintenant 1 an, Carole Luca, que nous discutons, nous débattons, nous rencontrons des actrices, des acteurs de terrain. La conférence d'aujourd'hui va clôturer notre travail de recherche et de documentation. Je voudrais remercier tous les intervenants de leur présence. Et Carole Luca, merci du fond du cœur de mettre votre art au service d'une cause. Merci. Bonjour, donc je suis Carole Ventura et je parle aujourd'hui pour le théâtre Créanova que je co-dirige avec Luca Franceschi. Un grand merci à Caroline Poiré pour sa confiance, pour nous avoir proposé de travailler sur un nouveau projet qui va donc parler d'un fléau sociétal qu'on va débattre tous ensemble. On s'était rencontrés avec Caroline, donc comme elle vous disait, lors de notre dernière création, No Woman's Land, qui est un spectacle que Luca a écrit à partir d'un récit journalistique d'une journaliste française, Camilla Panhard, qui a effectué 5 ans d'enquête au Mexique de 2010 à 2015. Et donc c'est un spectacle qui est inspiré de ce récit journalistique et qui est un spectacle de théâtre documentaire. Et ce spectacle nous a permis de faire l'expérience de l'impact qu'une pièce de théâtre peut avoir sur les publics. Tout d'abord parce que on a remarqué que c'était un excellent vecteur d'information, que souvent le public, même informé de l'actualité mondiale, sortait du spectacle avec des nouvelles informations. Et pour tout le monde, c'était une prise de conscience d'une situation de féminicide dont étaient victimes les femmes migrantes. Et c'était aussi un spectacle qui donc était accompagné par Amnesty International, qui a animé des débats à la suite des représentations qui ont été présentées aussi en cercle scolaire pour des étudiants à partir de 16 ans. Et ces débats ont été l'occasion, mais pour le public, de partager leurs ressentis par rapport à l'information qu'ils venaient de recevoir, mais aussi de partager des témoignages personnels. Et c'était aussi un moment d'espoir, puisque finalement le fait d'être réunis tous ensemble autour d'une information si difficile à digérer nous permettait de sentir que d'être réunis ensemble pour en parler, c'était déjà peut-être un premier pas. Et donc sur cette nouvelle création sur laquelle nous allons travailler, pour cette nouvelle création, nous avons suivi l'avocate Caroline Poiré dans différents procès, voilà, depuis 1 an. Et
c'est comme si nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions il y a un an. Et je pense que nous représentons quelque part sur cette scène, comme c'est un sujet qui pour nous, on n'est pas des experts comme le sont les associations qui vont discuter avec vous, eh bien c'était la levée de tous nos préjugés par rapport à la société dans laquelle on vit. C'est vrai que c'était très surprenant de voir à chaque procès comment les victimes étaient traitées. C'était surprenant aussi de voir, de sortir de chaque procès en se disant « Ah d'accord, je comprends mieux quelle est la typologie de l'agresseur », et puis finalement de suivre un deuxième procès et un troisième et de se rendre compte que les typologies étaient complètement variées. Et donc voilà, nous avons suivi tous ces procès avec beaucoup d'émotion. Et maintenant, Luca Franceschi, suite à toute cette phase en fait de recherche, est en phase d'écriture d'une pièce de théâtre dont il va vous parler voilà, plus en détail. Oui, alors je vais faire bref, hein. C'est juste parce que voilà, c'est vraiment une grande chance d'avoir tous ces intervenants aujourd'hui ici. Et donc merci à Caroline, l'ULB, d'avoir organisé cette rencontre qui est importante pour moi, entre autres pour l'écriture donc de cette pièce. Ce n'est pas facile, hein. C'est vraiment un exercice qui n'est pas facile d'essayer de traduire en une expression qui ne soit pas une conférence, qui ne soit pas un documentaire, mais que ce soit un acte artistique, une pièce de théâtre, d'essayer de traduire un phénomène aussi vaste, aussi sensible. Je pense par contre que, un peu comme Carole l'a dit, que le théâtre, il est vrai qu'il peut apporter une autre manière d'approche, une autre abord à des thèmes sensibles. Il ne s'agit pas de faire peur à travers ça, il ne s'agit pas de terroriser tout ça, mais au contraire de rendre accessible cette information qui, grâce à une transposition théâtrale, peut être pas léger dans son contenu, mais vue d'une autre manière. Le but est informer, sensibiliser, et sensibiliser peut-être d'une manière plus émotive que ce qui peut faire le journal parlé ou d'autres sources d'information. Alors juste 2 mots pour vous dire que pour le moment, la pièce a un titre provisoire. Le titre provisoire est un tout petit peu évoqué dans ce que Caroline vient de nous évoquer, c'est classement sans suite, puisque malheureusement c'est un tout petit peu le but, c'est là où on atterrit très souvent. Et le point, je me dis que dans une écriture, il faut toujours trouver le point de vue. Donc est-ce que je me suis posé la question, on prend le point de vue de qui, de comment, de pourquoi? Et finalement, j'ai pensé essayer de trouver une manière de parler, de raconter une histoire qui les représente toutes, de faire d'une seule histoire d'en faire 1000 ou de faire de 1000 histoires une seule. Et pour ce faire, donc, j'ai imaginé que le personnage de la pièce, il y aura 5 acteurs-interprètes qui représenteront chacun une grosse catégorie des personnages principaux de ce cheminement qu'on peut traverser dans ce cas. Il y aura donc la victime, l'agresseur, la société avec tous ses lieux communs, tous ces préjugés et tout ça, les institutions qui sont confrontées à cela, la police, les avocats, les juges, et les associations, dont on a un certain exemple ici, les associations qui viennent en secours et qui essayent, d'une manière ou d'une autre, de trouver des solutions, aussi bien pour des solutions réparatrices, aussi bien pour la victime que pour l'agresseur aussi. Donc les acteurs vont essayer d'interpréter tout en même temps, dans le sens que la victime ne sera pas un personnage d'une histoire particulière, mais elle aura tous les âges, elle aura vécu toutes les situations possibles, et elle aura une classe sociale changeante, l'agresseur aussi. Il n'aura aucune nationalité particulière, mais même il se dira d'appartenir d'avoir toutes les nationalités possibles, et etc.
Voilà, j'en sais pas encore beaucoup, hein. Je suis vraiment au début de cette création, et je répète que c'est important pour moi et pour tous, je pense, d'entendre les différents témoignages qui peuvent être apportés et d'entendre vos questions pour lesquelles j'espère on aura du temps. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marie-Gilles et moi je représente ULB Santé. Alors, est-ce que dans la salle il y a des étudiants avec qui j'ai déjà travaillé? Eh bien, bonjour à vous du coup, et merci d'être venus un samedi. Donc moi je porte le projet ULB Santé qui est un service de promotion de la santé. Donc comme j'aime le dire à la rentrée académique, je ne suis pas médecin, je ne reçois pas les étudiants ou les membres du personnel dans un cabinet pour faire une prise de sang, tout simplement parce que je n'ai pas les compétences pour le faire, donc ce serait dangereux. Mais moi, mon rôle au sein de notre université, c'est justement de faire en sorte de donner des connaissances aux étudiants pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. Connaissances, ça peut être effectivement que dit la loi, ça peut être aussi quels sont les services vers lesquels s'orienter. J'aime un peu parler de profiler la patate chaude de collègues qui, eux, sont médecins. C'est comme ça que je le formule en général et ça parle aux étudiants. Et donc, effectivement, je vais collaborer avec beaucoup de services de prise en charge, des médecins, des psychologues, mais pas que. Et par exemple, je collabore notamment avec ULB Culture, qui organise des spectacles de théâtre. Et lorsque Caroline m'a abordé cet été, finalement, en me disant ce serait chouette qu'on mette en place une pièce de théâtre à l'université pour discuter avec les étudiants de la problématique des violences sexuelles, je me suis dit mais c'est génial, c'est un chouette vecteur en fait, plutôt qu'une fois de plus les orienter dans les cabinets lorsqu'il y a déjà eu des agressions. Donc je vais jouer le rôle de modératrice aujourd'hui et comme le disait Lucas, nous avons donc 5 associations, 5 représentants qui vont en fait justement être là pour apporter le point de vue des différents personnages de sa pièce. Donc on va commencer par les sous-entendus, June et Laura. Merci d'être présentes parmi nous. Donc les sous-entendus, vous êtes ici pour parler un peu plus du point de vue de la victime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que votre association fait ? Oui, donc bonsoir. En fait, les sous-entendus, on est là majoritairement pour militer, justement, pour se faire entendre, oui, mais on est là pour militer par le biais de la culture, mais également on se positionne en tant que lanceuse d'alerte pour justement représenter les victimes. Oui. Et donc effectivement on a pas mal de victimes qui nous contactent pour nous raconter leur récit, nous demander vers qui se tourner, parce qu'en fait la première étape qui est surtout que la victime connaît, c'est surtout d'être désemparée, de ne pas savoir quoi faire et de culpabiliser et de se vouloir de penser qu'elle est responsable de ce qui lui arrive. Et donc effectivement nous on a un peu ce rôle de pouvoir diriger la victime, voilà, lui expliquer que si elle décide d'aller porter plainte, ça va pas être facile. Lui expliquer un peu toutes les étapes qui l'attendent et toutes les aides qu'elle peut avoir. Ah oui, et alors du coup on a aussi, lors du mouvement Balance ton bar, on a fait la création de l'UFIA. D'ailleurs, il y a une des membres de l'UFIA qui est là. Et donc c'est une union féministe inclusive autogérée qui a participé également au diagnostic de sentiment de sécurité dans AXL et à Flagey. Et en fait les résultats de cette étude sont quand même effrayants parce que donc il y a plus ou moins 900 réponses je crois, et sur les 900 réponses il y a 96 personnes qui considèrent qu'elles ont déjà subi de la violence ou du harcèlement lié à leur genre. Donc on arrive plus ou moins à 4% de personnes qui n'ont peut-être pas conscientisé cette violence. Et parallèlement, en fait, on se rend compte que, je ne suis plus sûre du chiffre, mais je pense que c'est 96% des victimes qui ne vont pas porter plainte. Donc voilà, c'est deux chiffres quand même assez évocateurs. Et donc nous, voilà, forcément, on sait que c'est très dur de porter plainte. On a eu des récits de victimes qui nous ont justement transmis un peu comment ça s'est passé pour elle. Et en fait, rien que la première étape d'arriver au commissariat et d'être, parce qu'il y a un premier filtre qui se fait à la rue, et de devoir dire je suis là pour porter plainte, et on a une plainte pourquoi,
un fait de mœurs. Et en fait, rien que ça peut être une première barrière pour une victime, parce que c'est très difficile déjà de prononcer le mot et de devoir dire ça dans une rue, en fait. Et alors, il y a des cellules qui existent effectivement pour accompagner les victimes de violences sexuelles. Mais en fait, après 18h, il n'y a plus ces services-là dans les services de police. On en discutait hier, justement. Et donc, en fait, une victime qui va arriver à 20h ou même pendant la nuit quand ça s'est déroulé ne va pas trouver spécifiquement des policiers qui sont formés pour accueillir ce genre de paroles. Et donc, on se rend compte de la complexité. Ce qu'on nous a expliqué, par exemple, il y en a plusieurs qui nous racontent qu'elles ont dû raconter 3, 4, 5 fois leur histoire, à chaque fois des policiers et des policières différents. Et en fait, déjà la raconter une fois, c'est très dur. Et du coup, devoir le re-raconter. Et puis là, à partir de là, il y a juste le dépôt de plainte. Ensuite, il y a toutes les épreuves qui vont aller derrière. Son agresseur va être convoqué et donc être au courant qu'il y a une procédure judiciaire contre lui. Il y a l'identité de la victime également qui est communiquée. Et puis, il y a tout ce qui est suivi judiciaire et effectivement le procès et la confrontation souvent avec l'agresseur. Et du coup, effectivement, on se rend bien compte de la difficulté quand on est victime de s'assumer victime déjà, c'est très dur. Et puis en fait, d'aller jusqu'au bout pour arriver en plus, en général, à des classements sans suite ou des jugements peu pertinents, donc selon la gravité des faits. Mais donc voilà, on se rend compte, nous, de notre point de vue, on est un peu là pour porter la voix des victimes, que c'est très compliqué aujourd'hui de faire confiance à la police et au système judiciaire quand on subit des violences sexuelles. Donc les sous-entendus ici viennent de vous présenter en partie le point de vue des victimes. J'aimerais maintenant passer au point de vue des agresseurs. Aziz et Michel, vous représentez aujourd'hui le centre d'appui et de bruxellois. Alors, je vais avoir besoin de mes notes. Centre d'appui bruxellois pour la prévention et la lutte contre la récidive chez les auteurs d'infractions à caractère sexuel. À partir de maintenant, sachez que j'utiliserai le mot CAB. Oui, bonjour. Donc je suis Michel Janssens, coordinatrice du centre d'appui bruxellois. Alors, je ne représente pas les agresseurs sexuels. Je représente les dispositifs légaux qui prennent en charge les agresseurs sexuels. Après passage à l'acte, donc c'est-à-dire que nous sommes subsidiés par le ministre de la Justice et nous intervenons avec des auteurs qui sont passés à l'acte, qui ont agressé des victimes et qui sont interpellés par le système judiciaire. Donc ce ne sont pas il faut déjà qu'il y ait les 10% de victimes qui ont porté plainte et que les dossiers ne soient pas classés à sans suite. Donc ce sont des personnes qui sont judiciarisées, ce ne sont pas des auteurs dans la nature. Et donc ces personnes nous sont envoyées par des magistrats, soit avant leur jugement, pour donner un avis sur une éventuelle accessibilité à un traitement, une guidance ou un traitement, soit après leur jugement, pour les orienter dans une équipe spécialisée pour une guidance ou un traitement. Pourquoi ? Parce que la justice, après l'affaire du trou, a constaté que les auteurs d'infractions à caractère sexuel n'avaient pas de suivi spécialisé et ils avaient une condition thérapeutique et on les envoyait chez n'importe quel psychologue ou psychiatre qui n'était pas spécialisé et qu'il n'y avait pas un suivi de ces conditions thérapeutiques à long terme. Et donc, le ministre de la Justice a signé des accords avec les 3 régions pour que les délinquants sexuels soient pris en charge dans le système de santé régional. C'est-à-dire que nous dépendons de l'accord de coopération bruxellois qui a été signé entre le ministre de la Justice et la Commission communautaire française. De manière à ce que les délinquants sexuels qui sont donc judiciarisés soient pris en charge dans des équipes spécialisées pour une guidance ou un traitement. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est soit avant leur jugement, soit après leur jugement. Et qu'est-ce que nous faisons au centre d'appui bruxellois ? Eh bien, nous avons des missions d'abord d'information pour les professionnels qui prennent en charge les délinquants sexuels, que ce soit dans le secteur judiciaire, les magistrats, les assistants de justice, ou dans le secteur de la santé, c'est-à-dire les équipes qui prennent en charge les délinquants sexuels. Nous avons des missions donc d'information, de formation, on organise des formations de sensibilisation, et toutes les questions relatives aux violences sexuelles,
on peut nous poser des questions et nous pouvons faire des études, donner de la documentation, on fait des recherches scientifiques aussi sur la délinquance sexuelle. Donc c'est dans des missions d'information et de formation. Et un deuxième panneau d'activités que nous avons, c'est donc les entretiens cliniques des expertises de ces délinquants sexuels qui nous sont envoyés par les magistrats. Et via des entretiens cliniques, nous rédigeons des avis à destination des magistrats et des équipes spécialisées qui vont les prendre en charge. Et nous faisons en fait l'interface entre le secteur judiciaire et le secteur de la santé, de manière à orienter ces auteurs vers des soins appropriés. Soins, entre guillemets, ce ne sont pas vraiment des soins. Ça peut être un processus de psychoéducation, ça peut être un encadrement, un accompagnement, de manière à ce qu'ils entrent dans un processus de responsabilisation et de changement de comportement, de manière à éviter en fait la récidive. Le but de ce dispositif, c'est la prévention de la récidive par la réinsertion de ces auteurs via donc une thérapie. Ou ça peut être des thérapies de groupe ou des thérapies individuelles. Et il y a à Bruxelles 2 équipes qui sont spécialisées, qui sont agréées pour la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel. C'est le service santé mentale de l'ULB à La Plaine et le service santé mentale de Chapelle-aux-Champs. Et nous, dans notre activité d'orientation, nous avons évidemment pas assez de place disponible pour prendre en charge ces auteurs, parce que malgré tous les filtres qu'il y a déjà eu pour arriver à leur condamnation et à leur prise en charge pour une guidance ou un traitement, on a quand même 400 dossiers actifs annuellement, ce qui est beaucoup, hein, quand même 400 dossiers actifs, et les équipes spécialisées ont une insuffisance, on va dire, d'offres de soins. C'est pour ça que nous avons développé tout un réseau de soins qui s'appelle le réseau des DAL, où il y a des équipes qui prennent en charge les personnes qui sont toxicomanes, alcooliques, ou des personnes qui ont besoin d'une réinsertion sociale, beaucoup plus dans le domaine social, de la réinsertion de détenus, etc., etc. Donc un planning familial aussi qui s'occupe de personnes déficientes intellectuelles, parce qu'il y a aussi des auteurs qui sont déficients. Donc il y a toute une panoplie de profils d'auteurs, et voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation de notre centre, et je vais passer la parole à mon collègue Aziz, qui est psychologue clinicien, qui va un petit peu vous expliquer en gros les profils des auteurs d'infractions à caractère sexuel que nous rencontrons, qui sont donc une petite frange, c'est ceux qui sont judiciarisés. Alors, voilà, j'ai accepté cette mission impossible déjà, donc de vous parler des auteurs, alors que nous aussi on sait très bien que ces auteurs-là, c'est pas une population homogène, bien au contraire, c'est vraiment, ils représentent une grande hétérogénéité. Par contre, on peut effectivement trouver des traits communs ou des dénominateurs qui peuvent nous rapprocher de cette population. Donc nous, tous les programmes d'intervention ou d'information, de prévention, mettent en avant effectivement cette question de la prévention. Et comme Michel vient de le souligner, nous, on reçoit des personnes qui ont déjà passé un acte, ou parfois ils sont juste inculpés. Donc on peut, dans une manière de les expertiser, soit de manière pré-sententielle ou post-sententielle. Donc il y a des enjeux différents et c'est pas toujours la même chose. Donc ces agresseurs sexuels ou les auteurs d'infractions à caractère sexuel, comme c'est labellé dans le code pénal, qui sont-ils? Bien qu'il n'existe pas de typologie définitive et des caractéristiques de ces agresseurs sexuels, il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais vous parler plutôt des agresseurs de femmes adultes. Parce que si je pars dans tous les agresseurs, y compris ceux des enfants qui ont commis des actes pédosexuels ou pédophiliques, c'est pas la même chose, donc je n'aurai pas le temps du tout et ce sera vraiment impossible. Donc, par ailleurs, et c'est ça la question, les configurations qu'on constate chez les auteurs d'infractions à caractère sexuel à l'égard des adultes, évidemment, cette population est majoritairement représentée par des hommes.
donc toute la documentation scientifique ainsi que nos expériences cliniques auprès de ces auteurs avérés révèlent la présence de ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Et là, on se rapproche de ce que beaucoup appellent la culture de viol. Donc, ce sont des distorsions qu'on a constatées dans la manière de se représenter le rapport à l'autre. Donc, il y a une question de rapport homme-femme là-dessus. Et puis, il y a la question des traits de personnalité aussi de cette population-là. Évidemment, je ne vais pas vous parler, effectivement, je ne vais pas développer ces notions-là. Par contre, justement, pourquoi je vous parle de ces choses-là, c'est parce que c'est ce qui constitue les cibles thérapeutiques. Donc là, quand on intervient auprès de cette population, on va essayer un peu de repérer tous les soubassements ou les ressorts qui ont amené ces personnes à commettre de tels actes. Donc pour certains, pour justifier leur violence faite aux femmes, que ce soit dans la sphère intime comme le viol conjugal ou dans l'extra-familial, ces agresseurs parfois ont une vision essentialiste d'une nature soit masculine ou féminine. Et là, on va voir par exemple comme certains exemples stéréotypés, si un homme est trop respectueux d'une femme, il ne bonde pas. Et malheureusement, parfois, il y a même des intellectuels qui portent ce genre de pensée. Donc, d'ailleurs, il y a un livre qui a été trop contesté d'un psychiatre expert qui, lui, effectivement, adopte cette notion, mais il y a d'autres stéréotypes qui véhiculent ou qui justifient ou qui soutiennent parfois ces passages à l'acte. Il y a aussi la question, comme Caroline vient de le dire tout à l'heure, il y en a qui disent que les hommes ils ont plus de besoins sexuels que les femmes, donc ils se justifient certains comportements. Et, grosso modo, je vais essayer de vous parler de 3 sortes d'agresseurs et je développerai après s'il y a des questions. Donc il y a les déviants, ce qu'on appelle ceux qui ont un style de vie sexuelle déviant, ayant plutôt des difficultés relationnelles et sexuelles récurrentes qui semblent engendrer chez eux un sentiment d'humiliation et de colère envers les femmes. Évidemment, qu'est-ce qui sous-entend cette colère? Tout ça, c'est effectivement dans la trajectoire du vécu de ces hommes-là. Ils se représentent les femmes comme étant source de leur échec. Donc ils font porter à ces femmes-là leur déboire, si vous voulez. Et contrairement aux études qui pensent parfois que c'est parce que c'est des gens qui ont une hypersexualité et qu'ils ont des besoins, tout ça, mais plutôt parfois on voit que le sexuel, il est au service de la violence, de l'emprise et de la domination. Donc ça, voilà, chez les déviants, on peut constater cette lecture-là. Il y a des agresseurs sexuels qui n'ont pas de problème sexuel, qui n'ont aucun problème ils n'ont aucun trouble érectile ou quoi que ce soit. Ce profil d'agresseur va à l'encontre de l'image stéréotypée, donc loin d'être un prédateur, hein, donc, qui est constamment à l'affût d'une victime par ailleurs. Donc, alors, qui sont-ils, ces agresseurs sexuels qui n'ont pas de problème sexuel? Parce que c'est un peu paradoxal. Mais ils sont caractérisés par une présence, et là, je reviens à la question de la distorsion cognitive, ceux-là, ils portent tous les stéréotypes sociétaux, hein, donc il a l'importance de la sensibilisation et voire d'un travail socio-éducatif hein, concernant cette population. Donc ceux-là, ils se croisent avec une autre population qu'on appelle communément les opportunistes. C'est des gens qui n'ont pas prémédité l'acte, mais là où ils sont, ils vont profiter. C'est-à-dire qu'on voit ça beaucoup dans les bandes urbaines. C'est-à-dire un qui va chercher une petite copine et les autres vont en profiter sans que ce soit prémédité à l'avance. Et leur cognition erronée justifie leur agression et comme ça ils supportent leur viol.
appelle les hypersexuels déviants. Ces agresseurs ayant un style de vie donc qui incarne l'image typique des agresseurs sexuels dans les médias, ils sont accaparés par leur sexualité déviante, ils ont beaucoup de fantaisies sexuelles déviantes et souvent ils ont aussi des fantaisies sadiques et sexuelles. Et parmi eux, ici, il y a des fantaisies non déviantes. Mais ce qui représente cette population, c'est plutôt une sexualité envahissante, intrusive, qui font porter à l'autre. Donc l'altérité n'existe pas, parce que tout ce qui existe, c'est l'accomplissement de leurs besoins sexuels. Et par là aussi, ils peuvent aussi aller se justifier et faire appel à certaines cognitions, à certaines distorsions. Parfois, les femmes aiment ça, donc on entend beaucoup dans les propos, les femmes aiment ça, ou elle m'a cherché, elle était consentante, je ne sais même pas pourquoi elle a déposé plainte. Donc on entend beaucoup ce genre de distorsion. Il faut juste souligner une chose, que quand on parle de distorsion, pour justifier leur agression, parfois ils le pensent réellement. C'est même pas une question de « il ne vous sert pas ça pour se débiner », mais réellement, ils sont habités par ces pensées-là. D'où l'importance d'un travail de fond. Et puis, il y en a chez eux aussi, parmi eux, qui utilisent le sexuel comme stratégie adaptative, dans un premier temps, comme les consommateurs de porno excessif, tout ça. Donc, leur imaginaire érotique il est asséché. Donc, alors ils vont reproduire ça dans leur rapport aux femmes. Donc, on voit vraiment que, je pense que j'ai plus le temps, hein. Je sais que j'ai accepté le... Et puis, puisqu'on est dans un campus universitaire, on reçoit aussi des étudiants qui ont commis aussi des agressions sexuelles, souvent dans un contexte festif ou associatif, et parfois, voilà, ce profil d'étudiants, mais c'est souvent, il y a d'autres facteurs comme la désinhibition, comme, pas forcément soutenu par des distorsions, mais aussi par des contextes. Donc, et ces personnes-là, ils viennent, ce qui leur représente plutôt, c'est un sentiment de honte. Donc, parce qu'il y en a même qui se dénoncent eux-mêmes parmi cette population, du moins ce qu'on reçoit nous. Mais je sais que par ailleurs, les études parlent de 30% de personnes ayant subi un harcèlement ou une victimisation sexuelle dans le milieu universitaire, ce qui reste quand même un chiffre très très alarmant. Et je pense que je vais en rester là. Merci beaucoup. Merci Aziz. Je pense qu'on va pouvoir creuser la question des stéréotypes et de la culture du viol un peu plus tard, notamment avec Amnesty, puisqu'il y a une enquête dessus. Mais pour le moment, j'aimerais parler d'abord, passer la parole plutôt à deux avocats pour justement avoir un aperçu un peu des avancées, parce que tout à l'heure, on discutait de ça en se disant, mais finalement, avec Balance ton folklore, avec Balance ton port, MeToo, est-ce que depuis 2017, on voit des avancées, que ce soit dans la formation des futurs avocats ou dans le code pénal notamment? Alors, merci. Donc, présente, je vais d'abord présenter, c'est Marion, qui travaille depuis 2 ans, et donc moi depuis un peu plus longtemps au barreau. On va d'abord vous parler, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et il y a surtout une absence qu'on ne peut pas pallier, mais on va essayer d'y faire. Et on va faire un exercice de style et d'équilibrisme en ce qui me concerne. Pourquoi? Parce que moi, je vais prendre la parole comme si j'étais, c'est un cauchemar, excusez-moi, comme si j'étais un membre du parquet. Donc ça va durer 5 minutes. Donc j'espère qu'il n'y a pas de membre du parquet ici. Donc c'est comme si, c'est comme la publicité pour Canada Dry, mais c'est pas du Canada Dry, c'est pas d'alcool. Et donc on va essayer de vous montrer aussi quelle est l'approche, quels sont en fait des problèmes qu'on rencontre nous dans notre métier, au niveau donc du traitement judiciaire de ces dossiers. On va vous parler, moi, en tant que porte-parole du parquet, donc tout fraîchement nommé, de la cellule donc violence sexuelle du parquet de Bruxelles. Eh bien, il y a 3 magistrats, c'est pas beaucoup. 3 magistrats parce qu'il y a des tonnes de plaintes qui rentrent même chaque mois. Et donc, ce sont 3 magistrats qui travaillent à temps plein, qui sont dédiés sur ces matières-là, ce qui est pas mal. Il n'y a pas ce même système dans d'autres parquets.
C'était dit tout à l'heure, je pense que c'est énoncé par Caroline, la première chose à vous dire, c'est qu'on a un manque de moyens. Un manque de moyens humains, il n'y a que 24 heures dans une journée, un manque de moyens d'équipement. L'informatisation, elle est ancient time. On est encore avec des concepts qui datent des années 80-90, donc ils n'ont pas vraiment accès à tout ce qu'on a dans n'importe quelle activité autre. Manque de coordination aussi parfois des services de police entre différentes sections du parquet. Et ça, je reconnais, étant fraîchement au parquet, mais la structure hiérarchique est une lourdeur. Donc il faut bien comprendre qu'au parquet, on travaille avec des référents, avec des chefs, avec un parquet général qui chapeaute tout. Donc voilà, ça c'est le cadre général. Et donc, à chaque fois que je dirais une bêtise, le barreau réagira par la voix de Marion. Et donc, on va, pour moi, donc, c'est vraiment un moment un peu douloureux, c'est vous parler du traitement de ces dossiers donc, de violences sexuelles. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que la charge de travail des membres du parquet, elle est colossale. Et qu'il y a ce qu'on voit. On voit quoi? Un membre du parquet qui est à une audience, qui va faire des réquisitions. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un travail en amont. Alors il faut gérer quoi? Mais il faut gérer tous les dossiers, qui sont donc des dossiers en enquête, peu importe de quelle manière. Il y a des contacts avec des enquêteurs, avec des services spécialisés, avec des avocats aussi, parfois c'est un petit peu délicat. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que, ayant des ressources limitées, avec un nombre de dossiers qui est parfois pas illimité, mais qui est très important, et ces difficultés dont je vous parle, c'est que les membres du parquet sont obligés de donner la priorité aux dossiers qu'ils considèrent comme étant urgents. Alors, j'entends que le barreau. Donc, dossiers urgents, ce sont des priorités, mais ce qui ne veut pas dire que le parquet néglige d'autres dossiers. Et donc, c'est déjà une tension de savoir allouer les moyens dont on dispose à ces dossiers moins urgents. Ce qui achoppe le plus souvent dans le travail du parquet, et pour pouvoir arriver à mettre ce dossier à l'audience, et qu'il y a un débat, parce qu'il ne faut pas voir uniquement le travail en termes quantitatifs, il nous faut des peines, le débat est important, le fait d'aller à l'audience, qui est ce cérémonial dans lequel donc, chacun doit un peu entendre surtout le point de vue de l'autre, mais pour aller à l'audience, un magistrat, il se pose la question de quoi? De la preuve. Et cette question-là, elle est très délicate dans les affaires qui touchent à l'intimité, et très souvent, on n'en sort pas, le magistrat se pose la question de quoi? Mais le consentement, comment, moi, vais-je pouvoir établir, parce que le parquet a la charge de la preuve, également les parties civiles, qui sont extrêmement représentées par Caroline, cette question de la preuve, évidemment, est quelque chose qui est préoccupant du point de vue du parquet, parce que si c'est pour amener, c'est le point de vue qui est défendu, des dossiers à l'audience avec des lourdes probabilités d'acquittement, eh bien, du point de vue du parquet, cela peut être considéré comme étant un non-sens. Alors, je vais arriver sur la question qui est peut-être la plus touchy, qui concerne mon office, mais pour quelques minutes, quelques secondes encore, c'est la politique de communication du parquet dans le dossier de violence sexuelle. Alors là, il y a un principe, je ne vais pas le défendre, je vais essayer de vous l'expliquer, qui est le principe du secret. Donc, on est en 2022, et dans le traitement des dossiers judiciaires, le parquet invoque quoi? Ce qu'il appelle le secret de l'information. Se dire quoi? Se dire qu'on verrouille les écoutilles et on ne dit rien à personne, que vous soyez justiciable ou même avocat. Alors, le parquet peut le comprendre, créer des frustrations, des incompréhensions, mais c'est la ligne de conduite et il n'y a quasiment pas de possibilité d'y déroger, peut-être aussi pour des raisons hiérarchiques que j'évoquais tout à l'heure. Si j'essaie d'être un peu l'avocat du diable, en tout cas l'avocat du parquet, je vous dirais qu'il y a des outils qui existent. La loi permet à des victimes d'être informées. Alors, il y a des services qui sont dédiés, services d'aide aux victimes, qui ont donc cette vocation-là, de faire le relais, la courroie de transmission entre la situation judiciaire et les demandes des victimes. Mais il y a également des possibilités de donner des informations. Quand une personne fait une démarche, on appelle ça se constituer partie lésée, eh bien, automatiquement, l'information sur les suites de la procédure seront assurées. Et il y a également des possibilités qui existent, la loi le prévoit, de demander l'accès au dossier. Donc tout ça est balisé, donc à la limite, le parquet peut dire, mais utilisez ces outils-là, puisqu'ils sont là pour être faits. Et alors, je terminerai par
c'est pas la cerise sur le gâteau, mais peut-être le point qui est le plus délicat, sur lequel l'office auquel j'appartiens en quelques secondes va essayer de vous faire part de son point de vue, mais c'est que quand un dossier n'aboutit pas, quand un dossier est classé sans suite, peut-être l'objet d'autres développements plus tard, mais il y a en tout cas une obligation, il y a des règles qui sont prévues pour communiquer cette information-là, donc, à la victime. Et de nouveau, la communication, elle est stéréotypée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas décidée par moi, magistrat, qui est dossier en charge, mais ce sont tous des outils qui ont été en fait, dont le contenu a été décidé, validé au plus haut niveau, donc parfois au niveau des parquets généraux, et dont les magistrats ne peuvent s'écarter. Je terminerai en vous disant, c'est un exercice très dur, mais je pense que je me suis bien acquitté, que évidemment les magistrats sont une place hyper importante. On ne peut pas les taxer de ne pas tout faire. Les magistrats qui sont dans ces sections-là sont évidemment là pour que les dossiers avancent, sont pas là pour empêcher que ces dossiers aboutissent. Mais voilà, à l'impossible nul n'est tenu. Et je crois que dans ce contentieux qui est difficile, eh bien, ils font ce que eux peuvent faire. Et que si les choses doivent changer, évidemment, ce n'est pas simplement à leur niveau, mais c'est au niveau de la justice pénale tout entière que ces réformes doivent être envisagées. Voilà ce que je dis pour le parquet. Voilà. Est-ce que je parle assez près du micro ? Alors, dans le jargon judiciaire, quand un avocat répond aux membres du ministère public, on dit répliquer. Donc, je vais essayer de répliquer point par point à ce que Pierre vient de vous expliquer. Alors, le premier point qu'il a évoqué, et Caroline l'a dit lors de son introduction, c'est qu'on n'est pas là pour fustiger ni le parquet ni la police. On sait qu'il y a des manques de moyens financiers, des manques de moyens humains, et qu'on ne peut pas se laisser dépasser par le nombre de dossiers qui arrivent sur ces questions-là. Maintenant, on se pose un peu parfois la question du sens des priorités de certains membres du parquet quand on compare dans notre pratique les différents dossiers qu'on traite, parce qu'on traite des dossiers de violences sexuelles, mais on traite aussi d'autres types de dossiers. Et on voit parfois un décalage très important entre des dossiers qui se retrouvent à l'audience alors qu'ils auraient pu être traités en dehors des tribunaux. Je parle de disputes entre des inconnus à la sortie d'une soirée où tout le monde reconnaît ces actes et il y a une volonté de la part de l'auteur d'entamer un véritable processus de réparation en dehors des tribunaux qui peut se régler de manière sans encombrer les cours et les tribunaux du pays. Et puis, d'un autre côté, on remarque des classements sans suite dans des dossiers où, en tout cas du point de vue de la victime, on a des preuves tout à fait formelles de la réalité des infractions. Donc j'enchaîne sur le deuxième point que Pierre a évoqué, la question de la preuve. Alors on sait en tant qu'avocat des victimes que c'est évidemment le plus gros écueil contre lequel on est constamment confronté, cette question de rapporter la preuve des faits qui sont dénoncés. Mais à nouveau, je répète qu'il y a parfois cette question du sens de priorité qui se pose parce qu'on a eu plusieurs reprises, moi ça fait 2 ans que je travaille et j'ai malheureusement l'occasion de le constater suffisamment de fois pour pouvoir le dire, on a souvent des situations où on met un stop à un dossier alors que la victime a rapporté suffisamment de preuves pour que le dossier puisse avancer plus loin. Donc voilà, je crois que certains magistrats devraient peut-être un peu serrer ce qu'ils devraient faire dans certains dossiers d'une manière qui est un peu plus à l'écoute des victimes que ce qu'ils ne font maintenant. Alors Pierre vous l'a aussi évoqué, il y a ce fameux mur du secret de l'information. Nous, en tant qu'avocats, on essaye souvent d'entrer en contact avec les membres du parquet pour avoir un minimum d'informations. Il n'est jamais question de demander au parquet où il en est dans son enquête, quelles sont les constatations qui ont déjà été effectuées, mais on a parfois besoin de pouvoir rassurer nos clients sur le fait que oui, il y a quelqu'un qui donne suite à cette plainte. Et malheureusement, à chaque fois, on essaye de savoir si au moins la personne a été interpellée ou la personne a été auditionnée, parce que ça a été évoqué par les sous-entendus, mais quand on dépose plainte, on a évidemment peur du moment où l'auteur, en tout cas la personne contre laquelle on a porté plainte, va être interpellée et entendue. Et c'est, à notre sens, très important pour les victimes d'avoir un minimum d'informations pour ne pas vivre dans la crainte constamment. Et on nous oppose systématiquement le secret de l'information. Donc, à notre estime, on pourrait trouver peut-être une voie un peu médiane où on accepte de donner certaines informations aux avocats des victimes pour qu'elles puissent les rassurer tout en préservant le secret qui doit être celui de l'enquête. Alors,
J'utilise le terme information ici en dernier point sur la manière dont on informe les victimes. Ça a été dit aussi en début par Caroline, ça l'a aussi été évoqué par les sous-entendus, mais c'est vrai qu'il y a une lourdeur judiciaire lorsqu'on est victime des faits de cette nature et qu'on doit avancer à la police et puis ne pas savoir ce qui va se passer après. Et Pierre l'a évoqué, mais il y a une obligation pour le parquet d'informer les victimes des étapes de la procédure lorsqu'elles se déclarent partie lésée à la police. Malheureusement, à notre sens, ces informations ne sont pas complètes parce qu'elles ne permettent pas aux victimes de réagir adéquatement en fonction de la décision qui va être prise par le parquet. Je m'explique, on l'a dit au début, 52% des dossiers qui sont classés sans suite. Ce qu'il faut savoir, et ce que, à notre sens, l'opinion publique ne sait pas suffisamment, c'est qu'un classement sans suite, ce n'est pas irréversible. Il y a des possibilités de contourner ce classement sans suite, notamment en faisant un autre type de plainte chez un juge d'instruction. Je ne rentre pas dans les détails. Mais un classement sans suite n'est pas irréversible et malheureusement, les victimes ne sont pas suffisamment informées. Quand on est laissé toute seule dans les arcanes de la procédure judiciaire qui est extrêmement compliquée, on se retrouve dans des situations où on est extrêmement déçu de la décision qui a été prise par le parquet. On a une perte de confiance dans la justice qui est extrêmement importante et on ne sait pas comment réagir et alors on laisse la situation perdurer et on se retrouve, on arrive à la prescription et on arrive à des moments où on ne peut plus rien faire. Et donc il y a ce cruel manque d'information. Alors on n'est pas là, nous en tant qu'avocats, pour faire notre pub et pour ramasser des clients, mais on insiste sur le fait qu'il faut aussi généraliser le recours au conseil juridique dès le premier moment où on veut porter plainte. Alors, on est en train de porter des projets avec Caroline et Pierre à ce sujet pour travailler avec certains commissariats de police pour rapprocher l'avocat de la victime dès le début de la procédure. Mais on insiste là-dessus, c'est vraiment important de s'adjoindre les conseils de quelqu'un dès le début pour être guidé et aidé dans cette procédure. Alors, je vais terminer en quelques mots pour répondre à ce que Marie nous demandait, à savoir quelles sont aussi les évolutions qu'on peut remarquer. Alors, je répondrai en 2 points. D'une part, je vais vous parler quand même d'une évolution positive, c'est qu'on a des cellules qui sont créées, qui existent pour l'instant au sein de la zone de police Bruxelles-Capitale, et la cellule EVA qui est spécialisée dans la prise en charge de victimes de violences sexuelles. Alors ça a été évoqué au début, parfois on sait que ces services sont fermés après une certaine heure. Vous devez aussi savoir qu'à Bruxelles existe le centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles qui a été évoqué par Caroline et qui va pouvoir prendre en charge des victimes à toute heure, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un délai qui est le délai immédiat de la commission des faits. Et donc si on est victime et qu'on veut aller dans un commissariat, on nous dit on ne peut pas porter plainte tout de suite, eh bien on peut se tourner vers un centre de prise en charge des violences sexuelles. C'est un projet qui est porté par notre actuel secrétaire d'État à l'égalité des Champs, Sarah Schlitz, qui met beaucoup d'énergie là-dedans. Son objectif à terme, c'est que chaque personne puisse avoir un CPVS à moins d'1 heure de route de chez elle. Alors il y a la question de la formation des avocats qui est une question épineuse. Pour l'instant, malheureusement, nous ne sommes pas formés à ces questions spécifiques-là. Maintenant, voilà, on a beaucoup de projets dans le pipeline avec Pierre et Caroline sur ces questions-là. Donc on espère que dans quelques mois, ou en tout cas l'année prochaine, on pourra revenir en disant qu'on est tous super bien formés. Et alors je terminerai en disant qu'on assiste beaucoup, ça a été évoqué en introduction, à une recrudescence des plaintes des auteurs, en tout cas des personnes contre qui on porte plainte, qui contre-attaquent en faisant des plaintes pour harcèlement, calomnie, diffamation. C'est quelque chose qu'on constate de plus en plus quand il y a des dénonciations sur les réseaux sociaux, dans la rue, par des affichages, etc. À nouveau, c'est des dossiers, c'est des procédures qui peuvent être compliquées, qui peuvent être techniques. On se sent mal compris quand on a été victime à la base et qu'on dénonce et qu'après on se fait entendre en tant que suspect par la police. Ça peut être à nouveau une source de victimisation secondaire. Et donc j'insiste, pas pour faire notre pub, mais aussi dans ces situations-là, il faut s'adjoindre les conseils de quelqu'un qui est avisé, qui pourra guider dans ces procédures qui sont compliquées et longues. Voilà. Eh bien, c'est super. Ça me permet de faire une bonne transition. Donc effectivement, comme Marion l'expliquait, moi je recommande souvent aux étudiants de contacter soit le CPVS, donc Centre de prise en charge des violences sexuelles, si les faits ont été commis il y a moins d'1 mois, puisque c'est un service pluridisciplinaire.
Et alors aujourd'hui, on accueille l'autre service vers lequel je renvoie assez souvent finalement. Si les faits ont eu lieu il y a plus d'un mois, alors là, moi je renvoie à SOS Viol, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonjour, je m'appelle Catherine Aiguet et je suis psychologue au sein du service SOS Viol. Alors l'idée en quelques minutes pour vous expliquer le travail qu'on fait, un petit peu la philosophie qui sous-tend justement notre ASBL, c'est l'idée de pouvoir permettre à toute personne qui se sont concernées par la problématique des violences sexuelles au sens large du terme, de pouvoir justement venir poser ces questions, pour pouvoir se déployer. Et donc, l'idée, c'est à la fois que des hommes et des femmes, que ces personnes soient victimes ou qu'elles fassent partie de l'entourage, ou qu'ils soient des professionnels qui accueillent justement le témoignage des victimes, puissent venir s'adresser à nous pour justement évoquer ce qui les dépasse. Dans le fond, on reçoit au sein de notre service vraiment des personnes au profil très variable et très singulier aussi. Chaque histoire est vraiment différente, même si on peut retrouver des points communs. Et un fil rouge qui va nous guider justement pour essayer d'adapter ce qu'on va proposer, c'est l'idée que même si ça a évolué au fil du temps, parce que la SBL existe depuis plus de 40 ans, et qu'il y a bien sûr de grandes évolutions et qu'au niveau de la société, il y a quand même un regard qui a changé et une libération de la parole possible, on constate néanmoins qu'à un niveau individuel, pour chaque personne, ça reste compliqué d'oser parler. Et de ce fait-là, alors qu'est-ce qui empêche justement les personnes de pouvoir parler, et notamment les personnes victimes? C'est notamment la honte, la culpabilité, aussi tout ce poids qui va peser justement sur cette démarche, et on va essayer de favoriser cet accès au mieux en essayant justement de proposer différents outils, notamment au niveau de comment nous contacter. On a eu la chance dans le fond de pouvoir bénéficier d'un numéro vert, donc le 0800 98 800, à partir duquel les personnes peuvent nous appeler de façon anonyme et gratuite, et les personnes qui nous contactent sont d'office en contact avec un professionnel qui va pouvoir les entendre là où elles sont, parce qu'il faut savoir que les personnes qui nous contactent, eh bien, peuvent soit avoir déjà déposé plainte et avoir terminé la procédure et se dire mais moi je suis indépendamment de la procédure, de ce qui s'est passé, mes souffrances persistent, ou alors des personnes qui sont tout à fait en question par rapport à la procédure, ou alors des personnes qui ont fait le choix de ne pas déposer plainte. Il faut savoir aussi que dans ce qui peut entraver les personnes à faire cette démarche de dépôt de plainte, c'est que dans la majorité des situations, et c'est un chiffre vraiment impressionnant, dans les derniers rapports d'activité, c'était 94% des personnes connaissaient leur agresseur. Donc ça va aussi beaucoup à l'encontre quand même des représentations que tout un chacun et que les victimes ont, c'est que, eh bien, effectivement, la personne est agressée par quelqu'un qu'elle connaissait. Donc ça peut être, le degré de connaissance peut être très variable, ça peut être quelqu'un de la famille, du couple, un ex-partenaire, ça peut être un ami d'un ami, mais dans le fond c'est très loin des représentations que les personnes peuvent avoir. Donc voilà, c'est tous des éléments qui bien sûr vont venir complexifier cette prise de parole. Alors au-delà du numéro vert, on a aussi créé récemment un chat à partir duquel les personnes peuvent aussi prendre contact avec nous, et on va voir que ça va permettre à des personnes parfois plus jeunes ou dans un autre contexte d'oser venir parler. Et puis, une fois que la personne a osé faire le pas de venir nous rencontrer, bien dans le fond, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? L'idée vraiment, c'est pas de la devancer dans ce qu'elle doit faire, dans ce qu'il faudrait faire, parce que souvent, on nous pose la question, c'est quoi un petit peu la démarche type? Eh bien, il n'y a pas de démarche type, parce qu'on va voir effectivement toute histoire est singulière, et que la personne, eh bien, on ne va pas décider à sa place de ce qu'il faut faire. Ce qu'il y a, c'est qu'on a cette possibilité de pouvoir recevoir les personnes indépendamment du moment où elles prennent contact avec nous, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prennent très rapidement contact avec nous après les faits, mais il y a des personnes, c'est des années
après les faits, et parfois par rapport à des faits qui sont passés durant leur enfance. On voit que ça reste très très important pour les personnes de pouvoir être accompagnées dans cette souffrance et dans justement cette envie de reconstruction. Donc l'idée, c'est vraiment de la suivre là où elle en est et de lui donner à la fois, si elle le souhaite, une information juridique, un accompagnement social ou un suivi psychologique qui peut se faire sur du court, du moyen ou du long terme. On a ce luxe-là de pouvoir dire à la personne, eh bien, on prendra le temps avec vous, le temps qu'il faut. Et donc, il y a des personnes qui viennent juste par rapport à une question quelquefois, et puis il y a des personnes qui vont faire un trajet parfois de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et ce trajet peut être entrecoupé aussi justement de moments de vie où elles décident d'arrêter ou à certains moments de pouvoir reprendre contact. Donc voilà, en gros, ce que le service propose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est effectivement peut-être par rapport à la longueur quand même du vécu de la SBL, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment deux choses. Il y a beaucoup d'évolutions positives quand même, il faut le souligner. Tous ces services qui ont été créés, que ce soit les CPVS, que ce soit la possibilité d'avoir ce numéro vert, les services d'accueil au parquet, d'accueil des victimes, etc. Vraiment, c'est une avancée évidente et il faut le souligner. Vraiment, la formation des policiers, la formation des magistrats, tout ça va dans le bon sens, l'évolution de la loi. Donc il faut vraiment se dire qu'il y a 40 ans, on n'en était pas là et que la société, elle évolue aussi, qu'il y a vraiment des choses qui vont dans le bon sens. Faut le dire, sinon, enfin, je veux dire, les associations aussi s'épuisent. Il faut reconnaître vraiment les avancées et bien sûr, il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de travail aussi et que on peut toujours améliorer les choses en termes de moyens, en termes de propositions aussi, mais qu'on va dans le bon sens. Je pense qu'il faut souligner les deux éléments. Voilà. Juste ajouter une information que voilà, on avait découvert que au niveau des preuves, que les preuves d'ADN en fait sur la victime, on peut elles restent des preuves si justement un centre peut les récupérer en 72 heures. Et que souvent les victimes, la première réaction c'est de prendre sa douche et ce sont en fait c'est en fait prendre sa douche, ça peut enlever les preuves et voilà, peut-être vous allez revenir sur ça, mais je voulais préciser. Bon, je pense qu'on reviendra là-dessus peut-être à un moment de discussion. J'aimerais maintenant donner la parole à Amnesty. Oui, bien sûr, tu peux prendre ma place. Moi, j'aurais voulu t'entendre, Dominique, sur finalement pourquoi Amnesty s'occupe de cette thématique et que tu nous parles un peu plus de la culture du viol, puisque Amnesty en 2020 avait mené une grande enquête, notamment du point de vue européen, et quelques chiffres en Belgique qui sont vraiment effrayants. Marie, merci beaucoup. Je suis très contente de voir tant de monde ici et je salue plus particulièrement Olivier Sloss, chef de corps de la police, avec qui on a beaucoup travaillé pour préparer notre enquête, et parce que SOS Viol a été très modeste, n'a pas dit que nous avons fait la campagne ensemble. Voilà. Alors effectivement, Marie, qu'est-ce qu'Amnesty vient faire là-dedans, alors que nous sommes supposés nous occuper uniquement des prisonniers d'opinion, de la peine de mort et des choses pareilles? Non, absolument pas, puisque la violence sexuelle, c'est le fait criminel le plus minoré, le plus grave et le plus coûteux pour la société, et que les droits sexuels et reproductifs font partie intégrante des droits humains. Alors je me présente 2 secondes, je suis donc Dominique Déhay, je suis présidente d'Amnesty section francophone, mais surtout coordonnatrice droits des femmes, et aussi je fais partie de la coalition contre les violences qui s'occupe justement de la mise en œuvre du rapport de la Convention d'Istanbul dont a parlé Caroline. Et il y a tellement de violences qu'il a fallu faire un traité international contre les violences. C'est bien la preuve que les violences existent. Si elles n'existaient pas, il n'y aurait pas eu ce traité qui est un traité du Conseil de l'Europe, pas de l'Union européenne, de l'ensemble des pays du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire y compris la Russie, la Turquie, la Hongrie, etc. Voilà.
Alors, les droits sexuels et reproductifs, c'est très important. C'est choisir son partenaire, choisir son orientation sexuelle, savoir si on veut se marier, avec qui, si on veut avoir des enfants, quand, sans contrainte, sans discrimination ni violence. C'est être protégé contre le viol et les violences sexuelles, évidemment. Petite parenthèse, 14 millions de mariages forcés dans le monde chaque année. 14 millions. C'est être informé correctement sur le plan médical, avoir droit à un avortement dans des conditions salubres. Donc voilà, tout ça, la non-reconnaissance des droits sexuels et reproductifs des femmes empêche leur émancipation économique et politique. Ça, c'est essentiel aussi. Ça empêche leur vie privée de se dérouler agréablement, mais ça empêche toute émancipation politique et économique. Alors les chiffres, on les connaît, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est pas la peine. Simplement, 100 viols par jour en Belgique, par jour, donc en ce moment il y en a peut-être un. 10 personnes portent plainte et un sera suivi d'une condamnation. Parenthèse, et je pense que les avocats qui sont là ne diront pas le contraire, les femmes ne cherchent pas nécessairement à ce que leur agresseur soit condamné, soit mis en prison, soit pendu etc., mais que ça soit reconnu. Ce qui est très important, c'est l'idée de reconnaissance, j'insiste bien là-dessus. Alors, nous, Amnesty, on a un rôle essentiel de plaidoyer auprès de... Nous ne sommes pas une association de terrain, comme Catherine et Joanne n'accueillent. Nous n'accueillons pas évidemment les victimes, nous en sommes incapables. C'est un métier de savoir parler. C'est un métier de savoir écouter, c'est un métier de poser les bonnes questions. Ce qu'on appelle la victimisation secondaire, je dis toujours, si on se fait voler son téléphone portable et qu'on va au commissariat, dans certains commissariats, attention je vais être prudente parce que je suis la police en face de moi, on ne va pas vous demander comment vous étiez habillé, si vous aviez bu un verre de trop, pourquoi vous êtes déshabillé, pourquoi vous êtes les seins à l'air, etc. On va demander la couleur du téléphone et quel est le dernier endroit où vous l'avez vu. Si on va au commissariat pour porter plainte, il y a beaucoup de difficultés. Il y a d'abord des difficultés d'ordre physique et matériel. Vous avez quelqu'un devant qui fait la file, quelqu'un derrière qui fait la file. Vous n'avez pas envie de raconter devant les personnes devant et derrière ce qui vous est arrivé. Et ensuite, il faut savoir poser les bonnes questions. Et c'est pas du tout facile. Et on est loin de jeter la pierre à la police parce que pour éviter justement ce qu'on appelle la victimisation secondaire. Ah, vous l'avez un peu cherché, hein, vous l'avez un petit peu cherché, qu'est-ce que vous faisiez dans cette rue-là, qu'est-ce que vous faisiez en ayant un peu bu, sur des talons aiguilles, etc. Donc, nous travaillons beaucoup, notre rôle c'est un rôle de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Marion, c'est Marion? Non. Oui, c'est Marion, oui, qui a parlé de Sarah Schlitz. C'est vrai que nous avons beaucoup de chance parce que nous avons une bonne fenêtre de tir, si je peux m'exprimer ainsi, en ayant à la fois une secrétaire d'État au niveau fédéral, au niveau Fédération Wallonie-Bruxelles et au niveau gouvernement bruxellois. N'oubliez pas qu'on est en Belgique et que c'est pas simple, hein, la lasagne institutionnelle, avec chacun son petit plan, là, parce que si on n'a pas son plan, c'est pas correct. Donc on a maintenant 5 ou 6 plans anti-violence, hein, parce qu'il y a aussi le plan Fédération Wallonie-Bruxelles ne suffisait pas, il y a un plan intra-francophone. Il y a un plan flamand, enfin bon, il y a 5 plans. La loi c'est bien, mais ça ne suffit pas, mais quand même ça avance. Donc on fait un travail de sensibilisation auprès des pouvoirs publics. Aussi, on fait un grand travail de sensibilisation auprès des jeunes. Et j'ai eu grand plaisir à connaître justement Carole en animant la pièce. C'est ma pièce fétiche, pourtant j'en ai animé beaucoup, mais No Woman's Land, c'est exceptionnel. On le joue le 3 et le 4 décembre au Théâtre Créanova, c'est rue de la Victoire. Hein. C'est rue de la Victoire, voilà. Et franchement, c'est très beau en plus comme spectacle, c'est vraiment très beau. Donc on fait un travail de sensibilisation aussi auprès des jeunes. Alors je fais une petite parenthèse, je racontais ça à madame devant là qui était avant la séance. Très rapidement, j'étais au Festival du film international francophone de Namur il y a 15 jours pour animer un débat sur le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'était devant une salle, une centaine de jeunes de fin d'année, de réto, voilà. Et c'était on présentait un documentaire qui s'appelait « Je vous salue, salope », qui montrait dans 4 pays différents combien des femmes, souvent des femmes extrêmement connues, se sont fait harceler. Il y avait la présidente du Parlement italien, hein, où Salvini la montrait en poupée gonflable, vous voyez ce que je veux dire comme style. Et puis au bout d'une demi-heure dans la salle, ça commence à bougeoter. Alors moi, avec mon mauvais esprit, je dis, mais quand même, ces gamines, elles ne sont plus capables de regarder un film pendant plus d'une demi-heure, à force d'être sur les réseaux sociaux toute la journée, sur leurs écrans, elles ont besoin tout le temps de bouger. Pas du tout, pas du tout. C'était depuis la salle, des jeunes, probablement des garçons, mais présomption d'innocence, qui envoyaient via une application sur iPhone qui s'appelle, je sais pas, Airwave, je sais pas quoi, des vidéos porno à tous ceux qui avaient leur téléphone iPhone ouvert.
y compris les professeurs d'ailleurs. Et il y a certaines jeunes filles qui ont quitté la salle extrêmement meurtries, très mal à l'aise, hein, évidemment. Et ça a continué pendant le débat. Alors évidemment, quelque part, on peut se dire, bon, bah, ça prouve bien que le phénomène existe, mais vous vous rendez compte à quel point c'était vraiment terrible pendant le festival. Voilà. Donc ça veut dire que le besoin existe. Alors, nous, effectivement, Caroline l'a dit, je ne vais pas le répéter, nous avons dans notre rapport alternatif à la Convention d'Istanbul repéré que 70% de la Convention d'Istanbul n'était pas encore appliquée en Belgique. Alors, il y a eu des progrès certainement. Les CPVS datent un tout petit peu d'avant, c'est une demande de la Convention d'Istanbul. Alors, juste pour préciser l'avantage du CPVS, qu'on appelle à Bruxelles le 320 rue Haute, mais là aussi, vous prenez un taxi. Un jour, je suis rentrée en taxi et je suis passée devant, j'ai dit au chauffeur de taxi, voyez, là, c'est le 320 rue Haute, c'est là où... Ils ne le savent pas, on ne le dit pas. Hein, c'est tout bête, mais c'est des choses qu'il faudrait dire. Ça ne coûte pas très très cher de faire une pub pour ça. Qu'est-ce que c'est les CPVS? C'est un endroit où le même jour, à différentes personnes, mais en même temps, vous allez expliquer ce qui vous est arrivé. Donc il y aura une psychologue, une gynécologue, une assistante, une infirmière légiste, parce que tu as parlé de preuves, Carole. Hein, les preuves doivent être prises tout de suite. Et être infirmière légiste, c'est pas évident, il faut apprendre. La police est là, ce sont des policiers qui sont là. Donc vous racontez votre histoire, c'est péjoratif, le même jour à tout le monde. Résultat, 70% de plaintes lorsqu'on passe par un CPVS. Voilà. Donc il y a des tas de choses, il ne faut pas forcément beaucoup d'argent, il faut un petit peu de... Voilà. Mais évidemment, les CPVS coûtent assez cher parce qu'ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y en a maintenant. Alors, est-ce qu'il faut se réjouir? C'est exactement comme quand vous vous êtes élargi dans vos locaux, SOS Viol s'est élargi. J'ai dit c'est merveilleux qu'ils s'élargissent, mais c'est dommage, ça prouve que le besoin existe. Maintenant, les CPVS, je crois qu'il y en a 7, plus ou moins un par province. Est-ce qu'il faut se réjouir? Oui, il faut se réjouir, mais en même temps, ça prouve que le phénomène est grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? Ce qu'il faut, c'est que les différents pouvoirs publics travaillent ensemble. Hein. Il faut que le fédéral, les différentes entités fédérées travaillent ensemble, et ça, c'est pas toujours très facile. Maryse le dira peut-être avec le Conseil wallon de l'égalité homme-femme. Il faut absolument une formation, non pas seulement de la justice, de la police certainement, mais aussi des étudiants en médecine, de tous les acteurs de santé. C'est absolument essentiel. Des médias, qu'on ne dise plus dans la presse un crime passionnel. Il l'aimait tellement qu'il l'a tué. C'est pas un crime passionnel, c'est un assassinat. Hein. Mais ça, c'est tous les jours, il faut sans arrêt, il faut jamais arrêter. Il faut éviter ce que j'ai dit tout à l'heure, la victimisation secondaire. Il faut expliquer le classement sans suite, ça a été très bien dit. Et alors, il faut comprendre ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, que Catherine a un peu expliqué, mais qu'on peut avoir été violé il y a 10 ans, 15 ans, qu'on l'a oublié, qu'on l'a mis en soi, et puis il y a un événement qui arrive dans sa vie, et tout ressort. C'est l'exemple par exemple, on en a pas mal parlé, Sarah Abitbol, la grande patineuse française, championne française, avait été violée pendant des années par son entraîneur. Elle l'a complètement caché, c'est entré en elle comme ça, et puis un jour, c'est ressorti, elle est entrée dans un parking et tout lui est revenu sur la tête, et là, c'est la catastrophe. Et c'est pour ça que souvent des gens... Donc, quand les gens vous disent « Oh, si ça lui était arrivé, elle s'en serait bien souvenu », ben non, parce qu'elle l'a caché en elle, et un jour, ça va ressortir pour une raison ou pour une autre. Et puis, quand on se fait violer, il y a moi, je ne sais pas ce qui m'arriverait, mais je crois que je préférerais me taire. Hein, donc, c'est la sidération à ce moment-là, plutôt que de se faire tuer entre les deux. Je ne sais pas, chacun choisit, mais moi, je crois que je préférerais me taire. Et donc, il y a la sidération en soi, et on oublie, et on a honte. Et ça, c'est très intéressant, ce que Catherine a expliqué, c'est la culpabilité. Vous savez, souvent dans les écoles, je demande à des filles, je dis, si ton petit copain te bat, est-ce que tu vas le dire à ta meilleure amie? Oh ben non, madame. Donc si tu ne dis pas à ta meilleure amie que ton copain te bat, tu ne vas pas le dire à ta mère, et tu ne vas pas le dire à la police, et tu ne vas pas le dire à tes profs. Parce qu'on se sent coupable, parce qu'on a choisi le mauvais, parce qu'on vous avait bien dit que celui-là, il n'était pas bien, etc. Donc c'est toute cette culpabilité, parce que les femmes, on est toujours coupables de quelque chose. On se sent, et pourtant, je vous assure, j'aime beaucoup les hommes, j'ai rien contre les hommes du tout, mais on se sent toujours... On n'est pas assez bien, on n'est pas assez forte, on a un truc à préparer, on le prépare 4 heures pour parler 10 minutes, parce qu'on... C'est fou, hein, c'est l'éducation. Voilà. Il faut former aussi les journalistes, il faut former tout le monde, il faut avoir des données précises, parce que toutes les données qu'on vous a données aujourd'hui, c'est plic-ploc. Hein. C'est des données que les associations prennent les unes après les autres. Il y a un blog sur les féminicides, elle nous a promis dans son plan fédéral, Sarah Schlitz, que pour chaque féminicide, on ferait une espèce de rétro-histoire. Comment ça a commencé? Combien de fois elle a porté plainte?
Est-ce qu'elle a vraiment porté plainte? Est-ce qu'elle n'a pas porté plainte? C'est très long à mettre en place, mais ce n'est pas encore tout à fait parfait. Hein. Donc il faut des campagnes pérennes d'information et de sensibilisation du grand public. Vous savez que vous êtes sur l'autoroute, vous avez des grands bandeaux, c'est marqué stop aux victimes sur la route. On pourrait marquer la même chose pour nous, hein, après tout c'est important aussi. Voilà, donc il faut aussi, et je terminerai peut-être par ça, avoir une approche intersectionnelle de cette violence faite aux femmes. Il faut penser aux femmes migrantes, il faut penser aux femmes handicapées, il faut penser aux femmes sans papier. Hein. Parfois, elles cumulent plusieurs de ces problématiques, donc c'est extrêmement important. Il faut, voilà, et pour conclure et pour élargir un petit peu, voilà, je dirais que c'est bien de voir des jeunes parce que moi je crois beaucoup dans la fin des stéréotypes et je crois que c'est au niveau des petites, mais ça, donc ça commence à la maternelle. Hein. Ça va aller au moins 2 ou 4 heures de formation qu'on appelle les traces à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école. Il faut taper sur le clou. Vous allez dans une cour de récréation d'une école primaire aujourd'hui, vous verrez encore tout le centre de la cour est pris par les garçons qui jouent au foot et les filles sont sur le côté. Hein. Ça aussi, c'est là-dessus qu'il faut lutter contre les stéréotypes de genre. Voilà. Donc et je terminerai en disant qu'il faut faire attention parce que la situation de crise, comme on l'a connue avec le Covid, ça va recommencer maintenant, ne doit jamais être un prétexte pour diminuer l'aide dans le domaine de la violence contre les femmes. Je vous remercie beaucoup. Tâche de conclure avant de vous donner la parole. La première chose que je dirais, c'est que je suis très contente de voir autant d'hommes dans la salle et autant de jeunes, parce que mon long passé de militante m'ont appris à parler devant des gens qui connaissaient déjà tous les problèmes, qui n'étaient pas eux-mêmes, qui étaient elles-mêmes concernées, etc. Et pas par quelque chose d'aussi divers. Et donc c'est vraiment très très bien, merci d'être là. Merci aussi à toutes les associations qui ont participé, parce que c'est fort important. Alors pourquoi Amnesty est là? Dominique a déjà en partie répondu. Moi je dirais que nous ne recevons pas directement les victimes et nous travaillons donc en amont dans la mesure où je trouve que tout ce qui est important a déjà été dit en ce qui concerne les directs et donc on a évidemment intérêt à avoir des associations comme celles qui sont là, qui travaillent soit avec les victimes, soit avec les auteurs et c'est extrêmement important parce qu'on doit travailler des deux côtés et j'expliquerai après pourquoi. Mais de toute façon, notre but à nous, c'est la défense et la promotion des droits humains et la dénonciation de leurs violations. Alors qu'est-ce qu'on a comme moyen? On a par exemple l'éducation permanente. Donc on a surtout un travail de changement des mentalités et c'est là qu'on se situe dans le travail du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc il faut travailler avec les associations de terrain, ce qu'on a fait, je répète, puisque ça a déjà été dit, la grosse enquête et le gros travail qu'on a fait en collaboration avec SOS Viol et qui faisait que nous avions notre part et que SOS Viol était là comme association de terrain. Et on doit œuvrer donc à faire changer les mentalités, ce qui est un travail très ingrat et très lent parce qu'on en mesure difficilement les retombées. On ne voit pas toujours ce qui se passe. Alors je crois qu'on peut dire deux choses, je vais aborder deux mots pour être courte. Le premier c'est l'asymétrie et le deuxième c'est victime. Alors asymétrie pourquoi? Bien écoutez, on peut incriminer la police, on peut incriminer les magistrats, on peut incriminer les avocats, on peut incriminer plein de monde, mais moi je ne vois qu'une chose, c'est que si les femmes n'osent pas parler, c'est parce qu'elles se sentent victimes et coupables, ça a été dit aussi. À cause de qui? Mais à cause de l'organisation sociale. Ce ne sont pas des victimes en fait, et les femmes ne demandent pas vraiment d'être reconnues comme victimes, elles demandent d'être reconnues comme personnes agressées, ce qui n'est pas tout à fait la même chose parce qu'il ne faut pas tomber dans la victimisation. Elles revendiquent d'être un individu à part entière, une citoyenne à part entière, une femme libre de disposer d'elle-même comme elle veut, et pas de devoir se tenir, comme l'a dit Dominique, sur le côté de la cour de récréation dès qu'elle est petite, parce que les garçons occupent la place, de devoir se déplacer dans la ville d'un point A à un point B le plus vite possible, sinon qu'est-ce qu'elle faisait là, à se promener dans des endroits bizarres, etc. Quand les relations entre les garçons et les filles deviennent plus amoureuses, je dirais, la victimisation est encore plus flagrante parce que là, il y a une asymétrie totale. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le garçon soit dans la conquête, qu'il fasse des propositions, qu'il séduise la fille. Qu'est-ce qu'on attend de la fille? Qu'elle soit passive, qu'elle dise qu'elle rouspète au besoin, non, je ne veux pas. Et puis, il y avait d'ailleurs
des espèces de slogans qui circulaient il y a quelques dizaines d'années où on concluait par l'idée qu'une femme du monde ne disait jamais oui et que finalement, quand elle dit non, c'est quand même un peu oui, quoi. Évidemment que cette asymétrie est horrible parce que ça veut dire que l'homme, il doit vaincre, dominer, donc il est aussi enfermé dans un stéréotype, et que la fille, elle doit dire non même quand elle veut dire oui. Évidemment, ça induit l'idée chez les garçons qui peuvent toujours aller plus loin, puisque en réalité, elle ne dit pas vraiment non. Et donc, on reprend la petite pancarte qu'il y a là et qui se trouve à l'entrée. Non, c'est non, quoi. C'est vraiment non. Alors, je pense que tant qu'on n'aura pas renversé cette asymétrie dans la société, eh bien, on ne va pas progresser. Et je pense aussi que tout ça semble avoir disparu. Ce que je vous raconte là, vous dites ce n'est plus comme ça. Mais ce n'est pas vrai, parce que c'est non dit, mais c'est toujours implicite. C'est toujours dans les têtes et dans les mentalités, et c'est d'autant plus dangereux que c'est diffus et confus. Je vous renvoie à deux livres qui sont vraiment intéressants sur le sujet. Le premier, c'est un du prix Nobel Annie Ernaux qui s'appelle Mémoire de fille, où elle raconte un viol dont elle a été l'objet quand elle était jeune étudiante, où elle était monitrice dans une colonie de vacances. Et elle est violée, il n'y a pas d'autre mot, par un copain qui est aussi moniteur comme elle. Et c'est amené de manière telle et tellement insidieuse qu'elle se laisse faire, mais qu'elle n'est pas consentante du tout, mais elle ne crie pas, elle ne hurle pas, etc. Et le lendemain, elle n'en parle surtout à personne. Et elle se tait pendant des années, puisqu'elle raconte ça maintenant. Je crois qu'elle a écrit ce livre quand elle avait 76 ans, alors que ça lui est arrivé quand elle en avait 18 ou 19. Donc c'est quand même vraiment la preuve que les femmes n'osaient pas parler et n'osent toujours pas. Un autre livre qui est une autrice belge qui s'appelle Corinne Hoops, qui raconte dans un livre qu'elle appelle Maroc n'est pas froissé, le viol dont elle a été l'objet dans sa famille. Et dans un repas de famille, elle monte au premier étage, elle va chercher quelque chose, elle est rejointe par un membre de la famille qui fait partie des convives, qui la viole, et comme c'est un membre de sa famille, elle n'ose rien dire, et elle redescend et elle se remet à table, et elle dit « Tout va bien, ma robe n'est pas froissée ». Et je trouve que cette phrase en dit tellement long, personne ne va le savoir, donc ouf, je suis sauve. Et donc, tant qu'on ne change pas ces rapports-là dans la société, ça continuera. Il n'y a rien à faire. Je pense que nos associations réparent les dégâts, mais nous avons tous, comme citoyens, une responsabilité de faire changer ces mentalités et de donner d'autres colorations aux rapports entre les hommes et les femmes, qui soient des rapports d'être égaux. Voilà. Je n'en dirai pas plus et je remercie encore Caroline pour avoir le théâtre Créanova, la compagnie Créanova, d'avoir organisé cette journée, et je pense que maintenant, place à votre question. Par rapport aux personnes qui ont des distorsions cognitives, évidemment, comme j'ai bien expliqué, ils sont plutôt des stéréotypes et des cognitions susceptibles de se tenir. Les passages à l'acte, parce qu'on est tous quelque part avec des cognitions erronées, des pensées erronées. Mais il y en a qui ne... C'est-à-dire, on constate que chez certaines personnes, ils ont... Et d'ailleurs, on voit ça beaucoup chez les pédophiles. On voit effectivement les pédophiles, et ils sont convaincus qu'un enfant puisse être un partenaire sexuel. Donc, ils sont vraiment dans cette idée-là. Alors que ce qu'ils commettent, c'est désastreux. Par rapport aux adultes, il y a pas mal de cognitions, mais on n'est pas là pour les dresser, ni refaire leur éducation. Donc on va effectivement cibler, d'abord, on passe par des processus pour dire les choses telles quelles. On va essayer de voir déjà si ces personnes-là reconnaissent les faits qu'ils ont commis, parce qu'il y en a pas mal qui sont en total désaccord, ce qui pose la question de la preuve d'ailleurs, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous dit « la victime, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais même pas », alors qu'il y a tout un temps de réunir les preuves, tout ça, ce qui est difficile pour les victimes. Donc ce qu'on fait nous spécialement, c'est on va d'abord travailler sur ces processus-là, comme la reconnaissance des faits. Et pourquoi? Parce que ça reste quand même un indicateur thérapeutique, un indicateur d'accessibilité. Quelqu'un qui veut rien savoir, qui se confine derrière un désaccord ou un déni total,
évidemment, elle n'est pas du tout, cette personne ne pourrait pas être accessible. Donc il y a tout un travail de motivation aussi, voire même parfois on peut aller jusqu'à ce que je peux appeler des thérapies d'impact. C'est-à-dire parfois on peut forcer la parole, parce que ça reste quand même, parce que là, il y a un processus qui a été évoqué ici, comme la honte et la culpabilité. Mais chez les auteurs aussi, il y en a qui ont aussi cette honte et cette culpabilité, notamment les pères incestueux. Ils ne reconnaissent pas parce qu'il y a un enjeu tel que tout va être déposé sur la victime s'il n'y en a qu'une seule. Parce que parfois ils peuvent avoir 3 ou 4 dans la famille. Mais d'ailleurs c'est ça qui fait que certaines victimes sont doublement stigmatisées dans le milieu familial si elles déposent ou si elles dénoncent l'auteur. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette partie motivationnelle. Parce que c'est des personnes souvent qui sont poussées dans le dos, ils ne viennent pas nous voir parce qu'ils ont réalisé d'elles-mêmes qu'ils étaient au-delà ou ils sont dans un dépassement. Donc ils sont poussés dans le dos et là on va essayer de les amener à se réapproprier ce qu'on appelle la demande. À ce qu'eux, elles-mêmes intègrent ce besoin, cette demande de travailler sur leurs actes. Donc, nous organisons un colloque bientôt, une journée d'études le 28 novembre, concernant la sexualité numérique. C'est-à-dire tout ce qui passe par ce monde virtuel. Évidemment, là, il y a une grande augmentation, exactement, donc une grande augmentation des délits commis via le cybersex, donc... effectivement, c'est toute une thématique. Je ne l'ai pas abordée ici parce que là aussi, il y a un panel de délits et de passages à l'acte. Moi, je serais spécifique sur la lutte contre la pornographie, mais je pense que le pénal ne peut pas tout régler. Alors, on a la pédopornographie est poursuivie, donc depuis des années. Il faut savoir que les outils, en fait, nous sont offerts non pas par notre petit royaume, même au niveau européen, c'est les Américains. Ils ont des systèmes de contrôle qui sont inouïs. Tout le dossier pour le moment, ça vient en fait de dénonciations qui sont faites par des gendarmes de l'Internet. Alors peut-être qu'avec une espèce de macartisme, de puritanisme américain, ça peut être arrivé chez nous. Et donc, pour le moment, on a tout ce qui est pédopornographie. Ça, c'est, je pense, assez bien suivi. En tout cas, on a quelques dossiers qui remontent. Mais aller au-delà de ça, je crois que ce n'est pas possible. Et de dire, oui, mais les mineurs qui regardent, évidemment, ils disent qu'ils ont 18 ans et voilà, et des choses sont faites. Et alors, il y a tout ce qui est des diffusions non consensuelles, et ça, je pense qu'il y a une éducation hyper importante, parce que, à la limite, bon, moi, je suis pas, enfin, personnellement, c'est pas le truc que je regarderai tous les soirs, mais des gens aiment voir des trucs pour nous ou pas, bon, sinon, c'est la vie privée. Mais moi, ce que je trouve sidérant, il y a beaucoup de jeunes ici, c'est la facilité avec laquelle on échange des contenus à caractère sexuel sans se rendre compte des conséquences. Il y a des gens qui en payent des conséquences toute leur vie. Un bête truc qui est envoyé 3 mois, 6 mois, 1 an après, ça circule, c'est inouï. Et les gens qui disent non, je n'ai pas vu, etc. En fait, tout le monde l'a vu, etc. Et je ne comprends pas comment on accepte, même socialement, de laisser ce genre de fichiers circuler et qu'on y part, on arrête, on ne participe pas à ça. Ça, c'est criminalisé. Mais ça, je pense, pour moi, ce qui est le plus important, c'est cette éducation-là à dire qu'on ne doit pas sexualiser des générations, il ne faut pas que ça circule, qu'il y ait une photo de moi, qu'il y ait un machin pour montrer à qui. Et alors, quand 5 ans après, on a fait sa vie, quelqu'un, il sort pour nos revenge, et puis on devient quoi? Si je peux compléter justement, maître, merci beaucoup. Deux choses à dire. Sur la pornographie, c'est ce que je dis toujours aux jeunes quand je vais faire des animations. Je leur dis exactement la même chose. Si vous voulez regarder des films porno, moi je ne suis pas là pour vous faire la morale et je peux très bien comprendre. Mais sachez que ce n'est pas la vraie vie, que ce n'est pas la vraie vie sexuelle. Qu'en plus, ça met que dans la vraie vie, un garçon n'a pas 5 érections à l'heure, enfin. Et que la femme n'a pas une jouissance à chaque coup. Parce que finalement, ça met tout le monde sous pression, ça met les jeunes hommes sous pression, ça met les femmes sous pression. Et deuxièmement, l'autre aspect, je leur dis, je ne vous fais pas de la morale, mais même si vous êtes sûr qu'avec ce garçon, vous allez avoir
une monospace, un labrador, 4 enfants et une maison 4 façades, que votre vie sera avec lui. Pour l'amour du ciel, n'envoyez jamais une partie de votre intimité parce que ça peut vous retomber ensuite dessus. Parce que si personne ne leur dit, leurs parents ne leur disent pas, leurs profs ne leur disent pas, ils sont pas là pour ça. Donc ça c'est essentiel. Excusez-moi, on se permet quand même de vous couper. Je crois que la charge ne doit pas du tout être déplacée sur la victime de ce genre Non, j'entends bien, mais je veux dire, le problème évidemment c'est ce qu'on fait de ce genre de vidéo, mais c'est certainement pas d'interdire ce genre de vidéo. Ah mais c'est important pour non mais de quel droit j'interdirais? Je les mets en garde. Non mais pas mettre en garde en plaçant la charge sur elle est problématique. On a laissé passer beaucoup de choses et on aimerait vraiment avoir le temps d'y revenir, mais là c'est peut-être juste trop pour nous. Voilà. Alors, on voulait juste pas prendre la parole s'il y avait trop de questions, mais on va essayer de faire brièvement. Mais nous, on voulait insister parce qu'il y a effectivement beaucoup de fois de nouveau la victime qui a été citée, le mot victime, et effectivement les pathologies des agresseurs. On voulait juste rappeler que la majorité des agresseurs il ne s'agit pas de pathologie, hein, il s'agit juste de déconstruction et de manque de déconstruction et du fait que la société est, selon eux, construite de la bonne manière en tant qu'homme dominant de la société. Du coup, pour nous, c'est important en fait de créer une société hostile aux agresseurs et de faire comprendre aussi que en fait, c'est très bien d'avoir le soin des victimes, mais en fait, il faut surtout qu'il n'y ait plus d'agression. Et sans agression, on n'aura plus besoin de tous ces centres d'accueil, etc. Et du coup, il est temps aussi de faire passer un grand message, que ce soit politique ou justement de manière transversale, au niveau à la fois des ministères de justice, mais aussi à la fois au niveau médical, etc. Que en fait, le problème, c'est l'agression et l'agresseur. Et du coup, nous, on prône vraiment une transversalité de l'égalité des chances et des genres dans les différents ministères, parce qu'il n'y a pas, par exemple, de représentation aujourd'hui du système médical. Mais effectivement, on se rend compte que toutes les problématiques qu'on a pu aborder aujourd'hui, que ce soit aussi le manque d'intersectionnalité, d'inclusivité, la transphobie, etc., ça se retrouve aussi dans le milieu médical et également par le jugement, par les services d'urgence, de ne pas directement faire le kit du viol, de ne pas faire de texte de toxicologie, etc., pour voir s'il y avait de la drogue parce qu'on ne croit pas, on dit ah non, t'as juste trop bu, va te mettre sur le côté et attends, alors que non, il y a des traitements qui doivent être, des prises de conscience qui doivent être prises même dans ces milieux-là. Il a été aussi dit, excusez-moi, que ce qui empêchait une victime parfois de parler, c'était uniquement la honte, mais c'est loin d'être le cas. Et sans vouloir fustiger évidemment les systèmes de police ou judiciaires, il nous a été rapporté des services de police qui ont été très peu accueillants pour ce genre de victimes. Et au-delà de la honte, c'est l'accueil qui leur a été réservé qui les a empêchés de parler, notamment des plaintes qui n'ont pas été prises, notamment des policiers qui n'ont pas été formés et qui ont fait preuve de sexisme. Et qui ont parfois ont été même plus violents que l'agression en elle-même, qui leur ont demandé comment elles étaient habillées, qui leur ont demandé quelle était leur consommation d'alcool. Et ça, c'est important de le dire, c'est pas pour les fustiger, allons ensemble vers un meilleur, mais n'ignorons pas ce genre de problème. Oui, l'accueil dans un commissariat de police peut être une deuxième violence. Ça, c'est hyper important pour nous de le dire. Je confirme qu'on l'a déjà entendu aussi. Je pose la question de changement de mentalité, parce que la condition, c'est qu'une femme qui a déposé une plainte était au bout de sa vie. C'est pas une plainte stratégique pour nuire à quelqu'un. Et je pense qu'il y a des policiers qui n'acceptent pas l'idée qu'ils sont en face d'eux, quelqu'un qui est déjà... Mais c'est un cri au secours, quoi. C'est pas une stratégie. Et il y a des policiers qui ne sont pas encore conscients de ça, et des magistrats que je représente. Donc, je vous donne Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, les victimes ne veulent pas forcément... ça a été dit que les victimes ne veulent pas nécessairement aboutir à une condamnation. Mais en fait, nous, ça s'entend quand même énormément aussi des victimes qui disent « Oui, mais moi, je vais le recroiser dans la rue. Si ça se trouve, c'est mon voisin. Si ça se trouve... » Donc oui, peut-être pas une condamnation, mais être entendu en tant que victime, ou en tout cas survivante, parce que nous, on préfère les appeler survivantes. Mais en fait, qu'il y ait des mesures qui soient prises effectivement pour la protéger pour la suite, ça c'est primordial. Et donc, pas juste d'être reconnue en tant que victime, mais de bien être accompagnée et sécurisée, protégée. Et alors, on a entendu aussi beaucoup qu'il y a un grand manque de formation. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on prône aussi. Mais en fait, on se rend compte surtout que la solution pour le moment, c'est justement de faire des appels à projets ou des financements pour des ASBL, voire même de mettre des personnes qui sont déconstruites bénévolement pour venir former.
Et nous, c'est vraiment quelque chose, voilà, typiquement, on est une SBL où on est toutes bénévoles, mais en fait, la nécessité d'avoir des rémunérations pour ces gens qui forment et que ce ne soit plus des équipes voilà, de gens bénévoles, c'est vraiment très important parce qu'on n'arrête pas de dire formation, mais qui donne ces formations? Parce qu'avant même d'avoir les équipes qui vont former, il faut que les personnes existent et que ce soit reconnu comme un travail. Et à ce stade, en fait, on n'y est pas encore non plus à ce niveau-là. Et enfin, nous, on tenait à, plutôt que de féliciter les 6 hommes dans la salle présupposée, on voudrait féliciter les femmes qui sont encore une fois présentes dans la commission. J'aimerais juste dire un mot parce que je ne crois pas que j'ai mis l'accent sur la pathologie, parce que nullement j'ai vraiment pris des gants dans lors de cette intervention de ne pas aller vers le côté clinique. Et ça, je l'ai bien fait parce que je voulais quand même rester dans l'idée de rapport homme-femme. Ceci dit, ça n'exclut pas que beaucoup d'auteurs ont des pathologies, et des pathologies d'ordre sexuel. Et il suffit juste, il faut savoir qu'un seul auteur peut faire plusieurs victimes. Donc c'est pour ça qu'en termes de traitement, c'est important qu'on parle. Mais vu que la conférence n'est pas portée sur l'aspect clinico-médical, donc j'ai gardé ça pour d'autres occasions. Merci. Non, je voulais juste ajouter par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les... C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Dès qu'on se documente un peu, on entend 1000 fois ce blocage par rapport à le fait de l'acceptation de la parole, la difficulté de parler par comment on est reçu, comme vous dites. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est très simple, par rapport au CPDS, donc ces centres qui sont mis en place, cette prise en charge directe, et qu'ils partent d'un point de départ qui est la victime, la personne qui vient chez nous, on la croit. C'est le point de départ. En fait, on ne met pas du tout en doute sa parole, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de preuves justement de dénonciation de quoi que ce soit, mais on n'est pas là pour prouver si ce qu'elle dit est vrai ou pas, mais on est là pour accueillir psychologiquement, renseigner et tout ça. Et à partir du moment où il me semble qu'on croit la personne qui vient nous parler, quelque part, tout change, tout le rapport change. Après, évidemment, la justice, elle aura besoin des preuves, ou en tout cas, et c'est sûr que c'est difficile de prouver le consentement, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros blocage par rapport à cette problématique, et celui-là, le fait par les préjugés, les idées reçues et tout ça, on remet toujours en doute, oui, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais comment ça se fait, vous êtes sûr que... Et j'ai l'impression que c'est vraiment important cette parole je pense que ça peut aller au-delà des victimes des agressions sexuelles. Quelqu'un qui vient nous dire « il m'est arrivé quelque chose de grave », je pense qu'il vaut toujours mieux le croire au départ et après voir ce qui en suit. Mais c'est pas pour rien que je pense qu'il y a énormément de victimes qui se tournent vers des comptes Instagram ou des ASBL féministes comme ça, parce qu'en fait, il y a effectivement, nous, les slogans qu'on crie partout, c'est de dire « victime, on te croit », et c'est la base même de notre manière de fonctionner. Et donc, effectivement, je pense que c'est pas pour rien qu'on se retrouve, nous, à avoir cette masse de témoignages, parce qu'en fait, la rupture de confiance qui est avec les institutions, à tous les niveaux de pouvoir, entre guillemets, ça prouve bien ce manque de confiance. Et juste pour préciser, par contre, le CPBS, on peut y aller, mais seulement jusqu'à 1 mois après les faits. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, après, c'est très difficile du coup de trouver les aides nécessaires, mais on mettra tous les liens si vous voulez, les liens de personnes de contact et tout ça. C'est juste pour préciser ça. Je voudrais juste répondre, c'est moyen, par rapport à l'éventuelle question. Par rapport au profil, donc s'il y avait des différences par rapport à avant, donc, depuis 40 ans, TSBL reçoit des personnes dans le service. Ce qui n'a pas changé, c'est la difficulté effectivement à s'adresser à un service. Ça reste compliqué. Passer la porte, je sais aussi que passer la porte d'un service qui est identifié aussi clairement comme SOS-viol, ça va pas de soi. Et on en est conscient quand la personne s'adresse à nous, soit via le téléphone, soit directement sur place, soit maintenant via le chat.
c'est quelque chose voilà, qui est là. Et la différence peut-être par rapport à avant, c'est du fait que il y a eu la Convention d'Istanbul, qu'on en parle plus, qu'il y a des mouvements effectivement qui émergent et qui voilà, invitent les personnes à en parler. C'est que, à la différence d'avant, il y a quelques années, les personnes en fait en parlent peut-être un peu plus vite. Donc avant, il y avait un décalage assez important entre le moment des faits et le moment où les personnes en parlaient. Ça pouvait prendre plusieurs mois, plusieurs années. C'est encore le cas aujourd'hui. On voit que ça a tendance à se réduire, donc les personnes en parlent plus rapidement. Donc ça, c'est un premier constat. Et l'autre constat par rapport au fait que la difficulté parfois, ou que celui qui va écouter n'est pas suffisamment présent, c'est parfois déjà dans l'entourage. Hein, donc c'est pas toujours que les professionnels qui voilà, ne sont pas voilà, à même de pouvoir entendre, et donc ça aggrave la situation de la personne qui ose parler pour la première fois. Mais on voit déjà qu'il y a quand même pas mal aussi de personnes dans l'entourage qui voilà, ont du mal à entendre, à reconnaître déjà ce qui s'est passé. Donc les proches, c'est très important. Et on constate aussi que de ce côté-là, il y a une évolution aussi, c'est qu'il y a plus de personnes qui nous appellent, qui cherchent des moyens, de l'aide pour savoir comment aider, que dire, que faire. Voilà, ça c'est quand même des constats qui sont faits maintenant. Et donc on vraiment, au niveau de l'éducation, c'est quelque chose qui compte parce que voilà, ça participe évidemment sur le long terme d'une déconstruction de beaucoup de stéréotypes et voilà, voilà, c'est très important d'œuvrer à ce niveau-là. Mais au niveau des professionnels, on attire toujours leur attention sur le fait que c'est voilà, un premier rendez-vous quand la personne ose y aller, que ce soit chez le médecin, chez un enseignant, voilà, à la police. En fait, c'est vraiment être là, écouter, ne pas juger, respecter, être bienveillant. On a déjà quelques clés là pour la suite. C'est une question épineuse qui a souvent été soulevée. Vous savez qu'il y a eu, peut-être pas, mais en tout cas, la réforme du droit pénal sexuel. Donc on a toute une nouvelle partie du code pénal qui a été remodelée. C'est un terme qui n'a pas été intégré comme infraction spécifique dans le code pénal. Alors, je crois qu'en termes symboliques et en termes terminologiques, quand on parle de ce type de crime, c'est évidemment fondamental de pouvoir intégrer ce terme dans l'imaginaire collectif et dans le langage habituel, parce que c'est vrai que c'est aberrant de dire le terme de crime passionnel, puisque ça tend presque à romantiser quelque chose qui est atroce, et ça tend à minimiser la gravité des faits. Néanmoins, je crois que la réponse pénale et la réponse du droit pénal n'est pas forcément celle qui doit répondre à ce problème, parce que se pose la question finalement de l'intérêt technique, la valeur ajoutée technique d'intégrer ce terme dans le code pénal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un féminicide? C'est une personne qui est tuée. On a deux types de meurtres dans le code pénal. Donc, on a le meurtre qui n'est pas prémédité, qu'on appelle le meurtre, et on a le meurtre prémédité qu'on appelle l'assassinat. L'assassinat est puni d'une peine de la plus grave, donc la perpétuité. Donc, intégrer la dimension aggravante de genre dans l'assassinat n'aurait pas d'intérêt, puisque c'est déjà puni par la peine la plus grave. Et alors, en ce qui concerne le meurtre, et je viens de retourner vérifier dans le code pénal, vous avez des circonstances aggravantes qui sont liées au mobile du meurtre. Et donc, parmi ces mobiles, vous avez toute une série de circonstances, je ne vais pas les énumérer, mais il y a notamment la dimension du genre, du sexe qui est intégrée, et ça conduit à aggraver la peine qui punit le meurtre pour le punir de la perpétuité. Et donc voilà, techniquement, peut-être que ce n'aurait pas vraiment de valeur ajoutée que d'ajouter ce terme dans le code pénal, et je crois à nouveau que le droit pénal ne doit pas être la réponse à tout. On est malheureusement dans un droit qui tend à répondre à des problèmes, et je crois qu'on est tous d'accord sur ce panel pour dire qu'on doit anticiper ces problèmes-là et qu'on doit intégrer une dimension symbolique dans le langage habituel, dans les mentalités, et j'espère que ça ne doit pas être le droit pénal qui doit être le seul à répondre à tout ça. Voilà, je te redonne la parole, Marie. Merci. On va devoir malheureusement clôturer. Alors, je voulais quand même... Oui.
Je voulais quand même, moi, parler quand même de ce qui se passe à l'ULB. Évidemment, je ne suis pas là que pour passer la parole de l'un à l'autre. Je voudrais quand même juste indiquer, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont des alumni ici ou des riverains, que nous, à l'ULB, on a mis en place plusieurs formations pour former notamment les cercles étudiants, dont les commissaires, puisque eux ont la responsabilité de bleu, et on le sait, il y a beaucoup d'agressions sexuelles qui se passent en milieu festif, notamment dans la bleusaille et le folklore, malheureusement. Donc ça, c'est une première chose. On a mis en place des formations pour revoir un peu ce que dit la loi, mais aussi mettre en lumière les services ressources, donc le CPVS dont on parlait, mais aussi les services viol. Petit rappel pour les étudiants qui sont présents, je me répète un million de fois, mais je préfère que vous l'ayez bien en tête. Allez le plus vite possible, si vous vivez une agression sexuelle, vers le CPVS. Donc on l'a mentionné plusieurs fois aujourd'hui, dans les 72 heures, c'est l'idéal, puisque effectivement on pourra récolter des preuves sur votre peau, des semences, etc. Petit rappel aussi, ne pas prendre de douche, donc ça a été mentionné, et n'oubliez pas de mettre tout textile, donc par exemple les vêtements que vous portiez dans un sac, ou les draps du lit par exemple, dans un sac, parce que vous allez pouvoir les laisser au CPVS si vous voulez par la suite porter plainte. Je rappelle aussi que le CPVS va à votre rythme. Si vous voulez voir uniquement un psychologue ou une psychologue aujourd'hui, parce que ça fait déjà beaucoup, eh bien c'est ça le prix. Si vous voulez voir l'ensemble des professionnels présents, alors vous le mentionnez. Donc c'est vraiment un chouette centre qui va à votre rythme, mais une fois de plus, c'est jusqu'à un mois après les faits. Donc je voulais vous rappeler ça. Je voulais vous rappeler également qu'il y avait ulb.be/santé, attention pas d'accent, mais santé. Dans la partie services, vous avez tous les services que vous avez rencontrés aujourd'hui, plus le CPVS. Et dans la partie thématique, vie relationnelle, affective et sexuelle, vous avez tout ce qui concerne la loi, sachant que la loi a changé en 2022 par rapport à cela. Et je pense qu'on n'avait pas encore mentionné. On va devoir clôturer, mais est-ce que je vous... Oui, mais ça. Alors la question ce sera après, j'ai vraiment envie d'intervenir par rapport à ça, parce que je viens pas défendre l'institution, je suis policière, mais je suis là à titre privé. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que je suis formatrice en fait. Et je forme les officiers, les futurs officiers à Bruxelles. Et je peux vous dire qu'ils sont formés à ces questions de violence sexuelle. Et je vais vous dire même un peu plus, c'est que chaque année, les étudiants officiers travaillent sur des problématiques de violence sexuelle. Ça me tenait à cœur de le dire parce que Caroline le sait, je connais fort impliquée. On a des contacts avec Balance Combat, on a des contacts avec Louvain-la. Vous connaissez Louvain-la-Loup? Oui. Alors ma question, c'est, savez-vous que 30% des sans-abri sont des femmes? Savez-vous qu'elles n'ont pas de lieu d'accueil? Ça veut dire que ces femmes, à 75% sont violées à chaque fois. Alors à quand un centre d'accueil pour les sans-abri? Ça c'est ma question. Alors, on en avait trouvé un avec les migrants, la guerre en Ukraine, etc. Ça a été balayé. Quand est-ce qu'on va trouver un centre pour les femmes sans-abri? Je me permets juste de réagir par rapport au fait que... Parce que pour les gens qui ont accès, c'est très bien, mais pour les gens qui n'ont pas accès, comme l'a dit Amnesty. C'est ça, c'est d'autres... C'est autrement plus grave si vous me dites qu'ils ont été formés. Comment? Alors, la PCTH, c'est pour déconstruire les préjugés. J'entends bien. bien. Sachez qu'on l'a fait pour la déradicalisation. Donc, on a fait une PCTH qui s'appelle Nadia avec le Tripel à Liège pour déconstruire les préjugés. Le fait de dire que tous les policiers. Ça n'a jamais été dit. Je retourne en arrière. Sachez que dans toute la société. Certains policiers. Non, je ne vais pas vous laisser terminer parce que j'ai dit certains policiers. Il ne s'agit pas de ça. On n'a rien contre la police. Il s'agit de certains policiers. On a eu certains témoignages et on ne peut pas les ignorer. Vous avez tout à fait tout ce que je dis. Alors, si vous me dites en plus, ils ont dans été la formés. balance, il faut dire ce qui est fait. Mais attendez. Ça fait depuis combien de temps que c'est inclus dans les formations et on a encore eu le témoignage hier. Est-ce que je peux juste essayer de terminer une phrase? Donc on a eu le témoignage hier, effectivement, qu'il y avait des formations qui étaient en cours, mais c'est loin d'être le cas de tous les policiers. Alors dans la zone Bruno, il y a des formations depuis longtemps avec Touche pas à ma pote. Il y a des podcasts qui sont réalisés par la police. Il y a des formations qui sont faites séparément, je ne peux pas vous les aider. Mais écoutez, est-ce que vous pouvez me dire que tous les policiers sont formés? Alors, dans la formation de base, même la secrétaire d'État, Nawal Benamou, m'a confirmé qu'elle était en train de se battre pour ça, parce que ce n'était pas clair. Alors, je vais vous inviter à avoir cette discussion à l'extérieur, tout simplement parce qu'on a réservé le local de 16h, et que j'aimerais terminer ce moment avec justement Lucas, qui va nous lire un passage de la future pièce.
Oui, alors donc, je voulais juste préciser, parce que ça tombe en plus avec ce qui vient d'être dit, dans une écriture, évidemment, on ne peut pas tout dire, on va prendre un point de vue, puis un autre, etc. Moi, j'essaie de recueillir tout ce qui est le plus communément dit, comment on dit, non, le plus, voilà, que l'on entend le plus, hein, donc évidemment, il y en aura peut-être qui ne seront pas d'accord. Donc, on va vous lire un petit passage avec Carole. Donc, c'est un petit passage dans lequel le personnage symbolique de cette victime symbolique, parce qu'il représente toutes les séries de victimes possibles, va justement, pour la première fois, à la police, dans lequel ce personnage qui représente les institutions est un policier. Elle est donc accueillie avec le policier qui dit « Votre nom est ?» Griselda? Griselda, c'est bien ça? Oui. Donc, Griselda, dans ce rapport, vous affirmez avoir été victime d'un acte de violence, d'une intrusion de la part d'un certain monsieur Victor, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? J'ai dit oui. Bien. Quel âge avez-vous, Griselda? Ce qui m'est arrivé peut malheureusement arriver à tout moment dans la vie d'une femme. J'aurais besoin d'un peu plus de précision. Dans 29% des cas, j'ai moins de 10 ans. Dans 33%, entre 10 et 14. Et dans les 38 restants, j'ai plus de 15 ans. Je vois. Connaissez-vous l'homme que vous désignez comme votre agresseur? Je ne l'ai jamais vu. Ou plutôt, je le connaissais à peine. Ou même très bien. Nous sommes très proches. C'est un ami, un amant. Ce qui est plus difficile à accepter, c'est que le plus souvent, il fait partie de ma propre famille. C'est mon grand-père, mon père, mon oncle, mon frère, mon mari. Écoutez, madame ou mademoiselle, je vais prendre votre position, quoique je ne vous le cache pas, dans ce que vous m'avez raconté à mes collègues, il y a des zones d'ombre. Ce n'est pas très clair tout ça. Déjà, ça ne date pas de hier. D'ailleurs, comment se fait-il que vous n'êtes pas venu plus tôt? Je n'étais peut-être pas prête. Pardon, je ne vous ai pas entendu. J'avais peur de moi, de vous, des autres. Il va falloir parler un peu plus fort, madame. On ne va pas s'en sortir comme ça. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Madame, vous êtes encore là? Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé l'affaire plus tôt? J'avais oublié. Oublié? Oui. Comment est-il possible d'oublier une chose pareille? J'étais choquée, traumatisée. Soyons sérieux. D'abord, vous attendez un temps fou avant de venir me voir. Puis vous me dites que ça a été horrible, mais que vous aviez oublié. Ce n'est pas très crédible tout ça. Vous en rendez compte? Qui me dit que vous n'inventez pas tout ça pour une autre raison? L'amnésie traumatique, peut-être? Pardon? L'amnésie traumatique. Madame, vous n'êtes pas chez le psy ici. Vous êtes à la police. Il vous arrive quelque chose, vous venez de le dénoncer, on est là pour ça et on agit en conséquence. J'ai besoin d'une déclaration claire, limpide, cohérente, sans faille. Et là, c'est loin d'être le cas, je vous assure. J'ai déjà tout raconté à vos collègues. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais il faut plus de précision, plus de détails. Ça s'est passé où exactement? À quelle heure précisément? Pourquoi vous nous trouviez là? Que faisiez-vous avec lui? Que portiez-vous? Qu'est-ce que je portais? C'est-à-dire? Eh bien, enfin, comment vous étiez habillé au moment de l'agression? Mais je ne vois pas de rapport. Mais pourtant, ça en a, je vous assure. Vous croyez vraiment? Bien sûr. En fait, selon vous, j'ai été violée parce que j'étais habillée d'une certaine façon. Je n'ai pas dit ça. J'ai été violée au XVIe siècle avec un col montant et une robe jusqu'aux chevilles. J'ai été violée dans un pays où mon visage était dissimulé derrière un voile. J'ai été violée avec un sweat à capuche et un jean beaucoup trop large pour moi. J'ai été violée en jogging et en basket dans une salle de gym. J'ai été violée dans une vieille robe de grand-mère dans ma propre maison et j'en passe. Et vous me dites que ce que je portais a de l'importance? Aucune des tenues que je portais, aussi rebutantes soient-elles, n'a empêché mon agresseur d'arriver à ses fins. Et vous continuez à penser que c'est à cause d'une jupe un peu trop courte que... Moi, je ne pense rien du tout. J'ai juste besoin de détails pour compléter mon rapport. Je vous repose la question. Comment étiez-vous habillé au moment où l'agression a eu lieu? Je ne vous répondrai pas. Je vous ai déjà demandé de parler plus fort, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de vous répondre. C'est votre droit. Je voulais bien préciser que les représentations sont suivies de débats et que notre démarche pédagogique avec Amnesty
c'est toujours d'emmener une touche d'espoir dans les débats et d'inclure, bien sûr, tous les progrès et tous les pas qui sont faits dans la société contemporaine.